Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Et ici LP. Aujourd'hui, c'est le temps de vous faire notre top 15 des jeux les plus attendus pour l'année 2022 qui s'en vient. Oui. Puis dans le fond aussi, on va commencer juste avant de faire ça. On sait qu'on va en nommer une quinzaine parce qu'on parle un petit peu moins longtemps de chaque jeu vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces jeux-là encore, sur la plupart. Mais avant, on va se faire un petit retour sur nos dernières fois qu'on a fait ça. Ouais, on va même C'est aller la sur les deux. troisième fois qu'on le fait. On va faire un tour sur les deux dernières années, donc 2021 et 2020, qu'on a fait des vidéos similaires. Parce que vous allez voir qu'étrangement, il y a beaucoup de jeux qui sont même pas arrivés encore en 2022. Ouais. Début 2022. Ouais. Fait que moi, si je commence par 2020, je sais que quand on avait fait la vidéo l'année passée, on avait déjà fait un retour. Je ne fais pas un retour détaillé sur chacun des jeux, mais j'ai encore 6 jeux que j'avais mis sur ma liste des jeux les plus attendus pour 2020 qui ne sont pas sortis en magasin, dont je dirais au moins 2 que je suis toujours pas certain que ça va sortir cette année. Moi, j'avais mis Isofarian Guard, qui lui devrait arriver maintenant en 2022. Même chose pour Outsworn Into the Deep Woods, qui devrait arriver en 2022. Il y a Onimaru. On est un peu dans l'ombre sur quand est-ce que ça va se faire un jour. Il y en a plusieurs qui ne sont pas certains que ça va se faire un jour. Trottvang Legends, que lui, je ne l'ai pas supporté. Je pense qu'il était sur ta liste aussi, d'ailleurs. Ouais. Plus anticipé 2020. Que lui, ils n'ont aucune idée quand est-ce que ça va se passer. J'ai un de mes amis qui l'a supporté, qui me tient au courant de temps en temps. Mais je sais qu'ils ont refait tout le système de jeu complet. Ça va être un retard. Ce qui est surprenant, tu le nommais avant qu'on entre en ondes, pour un Simon, c'est rare que Simon est très très en retard. Là, on parle de 2 ans de retard. Ouais, puis quand ta campagne est finie, puis tu fais comme ouais, finalement, notre jeu est pas super bon, on va scraper toutes les règles, puis on recommence. Ouais. Ça me fait penser à Sleepy Hollow, moi, ça. Ouais, exactement. Puis j'avais également Dead Reckoning, qui est de AEG, avec leur système de card crafting, jeu de pirate. Ça, là, ça devrait être 2022. Et finalement, une campagne qui, semble-t-il, va très très mal, qui est Carnival Zombie, la deuxième édition, que j'attendais avec beaucoup d'empressement, mais finalement, il va falloir que je prenne mon mal en patience. OK. Moi, en 2020, j'avais aussi Outsworn et Trutvank que tu viens de nommer. J'avais le jeu Arceus, qui est le jeu, l'espèce de jeu de campagne dans l'Égypte, tout ça qu'on avait essayé à Gen Con 2018 ou 19. Là. 19, je pense, 2019 qu'on avait essayé. 19, je l'étais là. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, c'est encore une fois pas encore sorti en 2022. Peut-être qu'il va arriver cette année. J'avais aussi Wonderland War, un jeu de backbuilding dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ça aussi, c'est pas encore arrivé en 2022. Et j'avais un jeu qui arrivera jamais. Un jeu qui a été annulé. Oui, qui est Metal Gear Solid de Board Game. Donc ça a été annulé. Ils ont mis la hache dans le projet. Puis ça aussi, tu l'avais essayé en 2019 à Gen Con. Oui, je l'avais essayé au Gen Con 2019. J'avais joué 1 ou 2 tours de jeu. Il y avait des très très bons concepts à l'intérieur. Puis c'est un prototype très avancé qu'on avait eu. Il y avait des mini tout fait. Il y avait le gros Metal Gear qui était là, l'immense robot. Décevant, mais il utilisait un drôle de système de distribution. C'était étrange là, comment il pilotait ce projet-là. On pouvait le précommander sur Amazon pendant qu'on était à Gen Con, un certain nombre de copies. Il vendait une centaine de copies en précommande sur Amazon. Patrice avait voulu s'en réserver un, il n'y en avait plus disponible à ce moment-là. C'était bizarre. Ouais, vraiment, puis je suis pas sûr qu'un système de distribution qui passe par Amazon, c'est tant ce que les gamers de jeux de figurines recherchent, là. En tout cas, pas ici. Là. Je ne sais pas si Amazon est utilisé en distribution de jeux beaucoup aux États-Unis, là, mais ici, c'est pas des bondés, absolument, qu'on a sur Amazon. Ouais. Puis si on se transporte en 2021, donc moi j'ai encore 5 jeux qui sont pas arrivés en 2022. J'avais Vampire Chapters, qui d'après moi devrait arriver quelque part en 2022. Ils sont même en train de travailler sur leur prochain jeu, qui va être un jeu semblable, mais dans l'univers de Werewolf. Donc encore dans le World of Darkness. J'avais The Reckoners Steel Slayer, qui lui aussi devrait arriver à quelque part en 2022, dans pas trop long en fait, qui est un petit peu en retard. J'avais le jeu Freedom 5, qui lui aussi, peut-être en 2022. On n'a pas tant de nouvelles de ce projet-là. Il me semble que depuis longtemps que j'ai pas eu d'update.
Sinon, j'ai Endless Winter qui, lui, devrait être livré en 2022, que j'ai très hâte. Et j'ai Darwin's Journey, qui était mon numéro 1 l'année Ouais. passée, qui lui aussi n'est pas encore arrivé, mais qui est quand même très réalisable pour 2022. De mon côté, moi, dans ce qui n'est pas arrivé de mon top 2021, j'ai l'extension On Mars pour le jeu On Mars qui apportait différents scénarios. Il y a eu la campagne en 2021, fait que ça va arriver quelque part en 2022. Dice Realms, duquel je n'ai aucune nouvelle, mais ça, c'était pas un jeu qui passait via Kickstarter, fait que il n'y a pas d'update sur le jeu. Je sais qu'ils avaient arrêté leur production sur bien des projets pendant la pandémie, la compagnie qui est Grande Rio Rio. Grande. Rio Grande. Fait que je sais pas pour Dice Realms qu'est-ce qui va se passer, mais semble-t-il qu'ils sont revenus au travail à temps plein, tout ça, puis ça devrait sortir quelque part en 2022, mais je sais pas quand. Dark Tower, Return to the Dark Tower devrait sortir bientôt. Il était sur ma liste. Frosthaven qui était sur ma liste là, dans les derniers updates qu'on avait vus, on visait le Q3, fait que quelque part en été peut-être pour la livraison du jeu. Batman, Dark Knight Returns, le jeu solo qui a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé. Là, je ne sais plus trop quand est-ce qu'on en a parlé éventuellement dans un podcast avec Patrice qui l'avait supporté, qui l'a précommandé dans un commerce plutôt. Ça devrait arriver quelque part en 2022, mais je ne sais pas quand. Burn Cycle, on vise peut-être l'été prochain, finalement, au lieu de l'été passé. Frostpunk, sensiblement la même chose. On vise dans l'été pour la réception du jeu. Persévérance de Mind Clash devrait arriver un petit peu avant l'été, mais avril-mai, selon les dernières prévisions. Et finalement, mon numéro 1 l'année passée, qui est toujours pas arrivé, Massive Darkness 2, qui lui est sur les bateaux. Fait que, il devrait arriver, la livraison devrait commencer février-mars peut-être, où la livraison va commencer. Eux autres, c'est une grosse vague de beaucoup de matériel. C'est Simon aussi. Fait qu'ils vont avoir été en retard, mais Massive Darkness, il était prévu pour décembre ou novembre 2021. Fait que, ils sont pas si en retard. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, vous comprendrez que années. Tous ces jeux-là qu'on vient de nommer, qui étaient sur nos listes en 2020 et en 2021, on les renommera pas aujourd'hui, même si on les attend encore avec beaucoup d'impatience, sauf Metal Gear, évidemment. Mais moi, finalement, ça m'en fait 14 au total. Je pourrais faire mon top 15 quasiment tout avec ça. Ah, c'est ça. Le but, c'est un peu d'explorer ce qui s'en vient, puis de voir l'actualité de ce que les compagnies ont annoncé pour 2022, en plus de ceux qu'on avait déjà nommés. Fait que ça va vraiment être 15 nouveaux jeux qu'on va nommer pour 2022. Donc, et dans mon cas, j'ajoute que comme je semble porter malchance au projet, quand je supporte un projet, ça veut dire qu'habituellement, il est en retard d'un an ou deux. Fait que j'ai choisi 15 jeux que je n'ai pas supportés sur Kickstarter. Donc, pas nécessairement 15 jeux ou sur GameFound. Là. Fait que pas nécessairement 15 jeux, même s'ils sont annoncés en 2022. Si je l'ai supporté, par défaut, je l'ai mis à l'extérieur de ma liste. Fait qu'à la limite, je les nommerai à la fin du vidéo, mais je suis à peu près tout sûr que ce que j'ai supporté, il n'y a rien qui sort ou à peu près en 2022. OK. Je vais commencer aujourd'hui. Allons-y. Mon numéro 15, c'est un peu une joke, là, ou un clin d'œil à des jokes récurrentes. Fait que je vais aller avec Legend of Sleepy Hollow. OK. Donc, Legend of Sleepy Hollow, on sait que c'est un peu une catastrophe, ce jeu-là. La campagne Kickstarter est en 2017. Ouais. Donc, ils ont financé un jeu. C'est pas une grosse campagne. Ça a fait peut-être 100 quelques mille dollars. Puis c'est un jeu qu'on a essayé à Gen Con en 2018, je pense. Notre premier Gen Con. Ouais, 2018. Le premier que moi j'ai été, ton deuxième à toi. Ouais, 2018, on a joué une partie. Tu sais, c'est un espèce de jeu coopératif où on va avoir une mission, un objectif à remplir, on se promène sur un plateau, on affronte des monstres. Tu sais, c'est un style un peu dungeon crawl, là, si on veut, avec des scénarios qui vont suivre dans une campagne. Tes personnages vont gagner de l'expérience, des nouveaux skills que tu vas pouvoir upgrader des trucs. Fait qu'il y a une certaine évolution de personnages. Fait que c'est toutes des choses qui nous parlent, des choses qu'on aime dans les jeux. Mais ce jeu-là, ils ont fait un peu comme True to Vang Legend qu'on disait tantôt. Après avoir fini la campagne Kickstarter, après avoir commencé la production du jeu, ils ont comme fait ouais, notre jeu il est pas super bon. On va prendre les règles, on va les mettre au vidange, puis on va en récréer d'autres. Fait que là, ça, c'est stressant quand ça t'arrive comme backer. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai financé un projet que tu m'avais dit, ok, ça va être telle affaire, tel style de jeu, ok, j'embarque. Finalement, j'ai embarqué, j'ai payé, là, tu me dis, ouais, finalement, c'est vraiment plus ça, on recommence. Tu sais, ils vont garder l'esprit du jeu, le style coop, tout ça, mais
qu'une compagnie dise on scrape tout, on recommence à nœud. Le vote de confiance en prend un coup, comme on dit. Là. Mais là, il y a Mais ses là, bateaux. ouais, c'est ça, j'allais dire, aux dernières nouvelles, il est sur les bateaux. Fait qu'il devrait se faire livrer pour vrai. Fait qu'il devrait arriver d'ici le mois de février, d'après moi, ça va être arrivé. Après tant d'années de retard, puis on a notre ami Jules, évidemment, qui l'a supporté dans le temps. Puis qu'on n'arrête pas de l'agacer avec ça. Fait qu'on a hâte de l'essayer avec lui quand même pour voir justement qu'est-ce qu'ils ont fait comme nouveau système. Est-ce que c'était mieux que ce qu'on avait essayé? Tu sais, c'était correct ce qu'on avait essayé, ça réinventait pas la roue, mais tu sais, c'est le genre de jeu agréable qu'on aime jouer de toute façon, ces styles-là de co-op dungeon crawler. Fait que The Legend of Sleepy Hollow, croyez-le ou non, ça arrive en 2022. Pas sûr qu'il va y avoir des tonnes en magasin, par exemple. Non, d'après moi, ils vont livrer à leur backer puis ils vont faire faillite après, là, quelque chose du genre. Ah ouais, c'est ça. Euh, Fait que si j'y vais dans ce cas-là, très bon choix, soit dit en passant. Si je vais dans mon choix numéro 15, c'est un autre jeu qui fait un petit peu référence à ton X-Men de l'an dernier, ton numéro 15. Un jeu que je sais pas, ça va avoir l'air de quoi. J'espère que ça va être bon. Ça semble être bon, mais je serais pas surpris que ça ne le soit pas. C'est un jeu qui s'appelle The Ever Rain. Je vais commencer par le nommer. C'est un jeu d'exploration coopérative qui est passé sur Kickstarter. Lui, la campagne a été, si je ne me trompe pas, en 2017 aussi, ou 2018. C'est une campagne qui a vraiment mal été et qui est en retard plusieurs fois. L'an dernier, je l'avais en tête, mais en regardant les updates de la campagne, c'est un jeu que je n'ai pas supporté. Je l'ai déjà dit, en regardant les updates de la campagne, c'était déjà pas mal sûr qu'il ne sortirait pas en 2022. Fait qu'on parle d'un jeu d'exploration coopératif où les joueurs vont avoir à se monter chacun une espèce de crew d'aventuriers dans un univers fantastique, un peu de ce que j'ai lu un petit peu tout l'Ouest, là, où il y a des old gods, des anciens dieux qu'il faut empêcher de réveiller pour qu'ils lâchent des calamités sur le monde. Fait que lui, c'est vraiment juste au niveau de la thématique. Chaque joueur, ça se passe sur chaque joueur, une espèce de navire là, qui se promène avec un crew, un crew pirate, aventurier, je sais pas trop, de squelettes. Là. Puis là, on va se promener sur cette map-là. Il y a une campagne narrative, fait qu'il va y avoir de l'exploration, beaucoup d'histoires à lire, etc., etc. Fait qu'au niveau de la thématique, je trouvais que ça a l'air, c'est un petit peu. Ça me faisait penser un petit peu à Curse of the Black Pearl, le plus dark, Ouais. si tu veux. Là. Elle met de façon coopérative avec les autres joueurs. C'est juste que quand je lisais les updates du jeu, ça a l'air d'être mal allé, la campagne, puis les gens semblent être enragés, ceux qui l'ont supporté. S'il y en a qui l'ont supporté parmi les gens qui écoutent, vous pourrez me dire dans les commentaires de quoi il en retourne exactement. Mais la thématique, le visuel du jeu, ça va l'air intéressant. Je suis toujours un grand amateur des jeux coop à grand déploiement, fait que lui, il rentre un petit peu là-dedans. Fait que s'il semble sortir comme prévu en 2022, c'est un jeu sur lequel je vais avoir l'œil. Mais je le mets en numéro 15 parce que je ne suis pas trop au courant de comment il va fonctionner au niveau des mécaniques, tout ça. C'est juste la narration. Là, le monde est en train de se noyer, puis on se promène sur ces navires-là à travers le monde dans une campagne narrative d'exploration pour empêcher ces anciens dieux-là d'achever le monde. La thématique me plaisait beaucoup. Donc, mon numéro 15, on verra bien ce qu'il en est une fois que ça va sortir, si ça sort un jour. The Ever Rain. Ouais, puis les figurines ont l'air quand même hot, là, les espèces de gros Ouais, monstres marins. Là. ouais, c'est ça. C'est vraiment comme une espèce de dungeon crawl d'exploration, mais de sea crawl, si tu veux, là, que Mm. tout se passe sur et dans l'eau. Fait que je trouvais que c'était une belle petite twist intéressante. Là. Puis comme tu le vois, là, on voit les figurines depuis tantôt. Puis il y en a des grosses figurines de navires. Là. Je sais pas si on a vu passer à l'écran, mais il y en a dans ce que j'avais vu sur le projet, des espèces de gros navires. Fait que ça a l'air quand même très cool, mais je sais pas ça a l'air de quoi. The Everrain. Ouais, il y a Davy Jones. Hein. Ouais. Ça a l'air d'être comme le deuxième, là, le de Pirates des Pirates des Caraïbes, Caraïbes, avec ouais. le Kraken. Là, ouais, c'est ça. Mm. Nice. Ok. Je vais aller avec mon numéro 14. On rit un peu quand on voit des versions roll and ride de jeux qui sont annoncées, mais moi, ça pique tout le temps ma curiosité de dire, oh, ils font une version roll and ride de ce jeu-là. Fait que je vais aller qu'il y a une version roll and ride qui va être Dice Kingdom of Valeria. Fait que Ah ouais. c'est la version roll and ride de Valeria, le royaume. OK. Ils ont fait une campagne en novembre, je pense, où il y avait 3 jeux de l'univers de Valeria en même temps. 3 nouveaux jeux, là, dont celui-là, qui était le Roll and Write. T'en avais un qui était un jeu solo de Tower Defense, ce qui est quand même l'air cool aussi. Puis le troisième, je pense, c'est un jeu de levée, un truc comme ça, avec les maisons de nobles et tout ça.
Donc celui-là, c'est la version Roll and Write. Pour vrai, j'en sais pas plus que ça. Là. C'est la version Roll and Write de Valeria Card Kingdom. Là. Mais ils font des bons jeux habituellement là, dans cet univers-là. Ouais, c'est ça. Les jeux sont tout intéressants. Puis, c'est un univers que je trouve cool aussi, autant par son visuel que l'iconographie qui est récurrente, puis qui fait que c'est plus facile de se plonger dans des nouveaux jeux comme ça. Ça a l'air d'être des trucs effaçables, là, les cartes, ce que je trouve cool aussi. Ça permet peut-être de faire plus de cartes différentes ou des trucs comme ça à l'intérieur du jeu. Donc, j'ai pas plus d'informations que ça, mais ça, c'est le genre de jeu qui pique ma curiosité, puis que j'ai hâte que ça arrive en magasin. C'est pas des campagnes que je supporte généralement. Là. Je sais que c'est une franchise établie. Je sais que ça va être en magasin. Ça va probablement être aussi traduit en français, encore une fois, par Lucky Dog Games, qui ont traduit toute la gamme. Fait que je suis pas stressé de l'attendre. Puis c'est toujours le fun d'un petit roll and ride. Puis souvent, c'est les genres de jeux aussi que des parties en solo en roll and ride, c'est le genre de choses que j'aime aussi. Et que ça va être un des roll and ride que je vais attendre avec impatience pour 2022 peut-être. Mais là, la campagne était fin 2021, mais en même temps, c'est un roll and ride. Ouais, c'est pas tant de matériel que ça à produire. T'as 4D, un paquet de cartes, puis des feuilles effaçables, puis des crayons effaçables. Fait que je sais que la production prendra peut-être pas 2 ans. Qu'il y aurait des chances qu'elle arrive pendant l'année, selon moi. Donc, Dice Kingdom of Valeria, version roll and ride. Dans mon cas, mon numéro 14, je vais y aller avec un jeu qui s'appelle Deliverance, qui est un jeu de Lowen Games, qui est un autre jeu coopératif. Ça va être une thématique qui va revenir à quelques reprises dans mon top. Deliverance, c'est un jeu qui est passé sur Kickstarter cette année. Je ne me rappelle plus exactement quand. C'était en plein ça. Je ne me rappelle plus exactement quand. Je l'avais surveillé, j'avais décidé de ne pas le supporter. Mais il y avait des choses qui me parlaient à l'intérieur. Lui non plus au niveau de la mécanique. Tout ce que je sais, c'est au niveau thématique, on est des espèces d'agents du Seigneur qui se font donner des pouvoirs angéliques pour courir après les forces du mal, des espèces des légions de démons, puis tuer les Dark Prince, là, les princes démoniaques qui sont répandus un peu partout sur Terre. Fait qu'il faut arrêter leur suprématie chaotique. Puis on est des agents qui sont destinés à faire ça. Lui, c'est un autre jeu coopératif. Fait que, tous les ennemis, les agents du coop, les agents du mal vont être contrôlés par une intelligence artificielle dans le jeu. Puis ce qui m'avait parlé quand j'avais vu le jeu, c'est que, semble-t-il, ça va être une espèce de jeu de combat tactique, mais coopératif et asymétrique. Fait que les joueurs vont avoir vraiment des decks de cartes et des habiletés très, très différentes les uns des autres. Puis il y a un système de création du combat qui est censé être très aléatoire. Fait que si tu rejoues en rejoignant plusieurs parties, tu n'auras pas toujours les mêmes combats dans le même ordre. Tu vas avoir des systèmes qui vont toujours semble-t-il, se réinventer à l'intérieur toujours d'un système de campagne, un genre que j'aime beaucoup. Puis, semble-t-il qu'il va bien se jouer solo aussi. J'en sais pas tellement plus que ça. Fait que c'est un jeu coopératif avec du Tactical Driven Combat. C'est un jeu de combat asymétrique, tactique. C'est un genre qui me plaît. C'est coopératif en plus. Intéressant. La thématique m'intrigue, l'éternel combat entre les anges et les démons. Ça a déjà été exploité, peut-être que ça le sera aussi. Fait que j'ai pas énormément suivi la campagne, mais au niveau des mécaniques et de ce qu'ils proposaient dans un système de campagne, c'était quelque chose qui me parlait. Fait que j'ai hâte de voir ça aura l'air de quoi une fois que ça va sortir. J'ai aucune idée, comme je ne sais pas backer la campagne, s'ils sont en retard, s'ils ne sont pas, quand est-ce que c'est censé sortir, mais théoriquement, ça devrait être en 2022. Donc, Délivrance. Mon choix numéro 14. C'est pour ça qu'il est loin comme ça aussi. J'ai pas autant d'informations sur le jeu non plus. Ouais, ça a l'air cool. Puis, tu sais, la thématique ange versus démon, je trouve que c'est quelque chose de le fun. La symbolique derrière tout ça. Puis, c'est pas tant exploité. Là. On voit souvent des gros démons à la Cthulhu, mais tu sais, vraiment démon enfer contre ange. Ouais, celui-là, celui-là, l'aspect religieux de la patente, il est présent. Là. Vraiment, c'est les démons, c'est l'enfer. Les démons chrétiens puis les anges chrétiens là, qui se tapent dessus les uns les autres. Ben, ça change bien, je trouve. Voilà. Okay. Numéro 13, je vais rester dans la catégorie des versions Roll and Write tant qu'à être dedans. Là. Fait que j'ai été surpris de découvrir en épluchant la liste des jeux pour 2022. J'ai vu qu'il allait sortir une version de My City en Roll and Write. My City, il n'est pas déjà un peu...
Ben, Ah non, My City, c'est celui que tu flippes avec les piles de ouais, Tetris. c'est un flip and polyomino, là, My City. Là. Ouais. C'est un jeu legacy de placement de tuiles, dans le fond. Un genre de patchwork legacy là, à plusieurs joueurs. Fait que là, ils sortent une version Roll and Write. Je suis comme plus ou moins sûr, là, tu sais, un Roll and Write Legacy, je suis comme, ok, on a-tu vraiment besoin d'aller là? Tu sais, Ah, il va être Legacy aussi. ben, j'imagine, parce que My City, l'attrait de My City, c'est le fait qu'il soit C'est qui est Legacy. Legacy, ouais. Donc, j'imagine que le Roll and Write est. En fait, j'ai pas trop checké, mais j'imagine que le Roll and Write va être Legacy aussi. Mais là, est-ce que tu vas avoir des trucs permanents qui vont arriver sur ta feuille ou as-tu une feuille effaçable puis tu vas avoir un marqueur permanent pour mettre certaines affaires? Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller là-dedans. Là. Je suis plus intrigué que hypé, si on veut. Là. Ouais. Je suis pas sûr que je me suis tapé la campagne de My City au complet qui est comme 24 parties. Oui, j'ai joué beaucoup, je l'ai fait. Est-ce que je veux m'embarquer dans la même chose avec le Roll and Ride? J'aime les Roll and Ride, j'aime jouer une partie de temps en temps. Est-ce que je voudrais jouer une vingtaine de games du même Roll and Ride parce qu'il y a un mode Legacy? Peut-être, je sais pas. Mais bref, ça a plus titillé ma curiosité que d'autres choses. Fait qu'il va y avoir une version Roll and Ride de My City. Hâte de voir Cool. comment ça va fonctionner. Alright. Dans mon cas, mon numéro 13, ben, c'est notre premier crossover. Oh, déjà? Je sais pas si ça va être le dernier. Ouais, puis moi aussi, j'avais mis dans ma liste Legends of Sleepy Hollow. Malade. Ben, écoute, pour les mêmes raisons que toi, là, j'ai joué, c'est un jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu que je trouve intéressant. J'ai aucune idée à quel point la partie qu'on a jouée est représentative de ce qu'il va y avoir dans le jeu final parce qu'ils ont revampé tout le système de jeu. Je trouvais qu'il y avait un côté intéressant dans la façon dont tu gérais tes points d'action, là, avec la petite roulette que tu avais au-dessus de ton personnage. Je trouvais ça intéressant. Fait que là, tu en as parlé tantôt, j'en reparlerai pas 5 minutes. Mais bref, très curieux de voir qu'est-ce que ça va, de quoi ça aura l'air une fois qu'on va l'avoir. Puis on a un ami qui va le posséder puis qui le reçoit bientôt. Fait qu'on va probablement, une fois que la pandémie va nous permettre de le faire, on va probablement s'installer peut-être l'été prochain puis jouer quelques parties. Ou en tout cas, on verra là, dans quelques semaines, dans quelques mois, selon ce qu'on a le droit de faire. Mais bien hâte de l'essayer, Legend of Sleepy Hollow. Ouais, C'est mon puis numéro 13. puis que cette saga-là soit enfin terminée, là, puis ceux qui Oui. l'ont supporté, Oui. ben, on va enfin avoir le jeu. Puis tu sais, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, là, l'univers de Sleepy Hollow. Tu sais, Ouais, aussi. le film de Tim Burton, là, c'est un de mes films préférés à vie, Ouais. dans mes films favoris. Fait que, tu sais, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais tu sais, vu que Jules l'avait backé, je l'avais pas pris moi non plus. Mais j'étais Mais chanceux en de même pas. temps, je pense que si on ne l'avait pas backé, personne dans l'équipe, on n'entendrait juste plus parler, puis il Ah, ne ça serait pas c'est sur notre clair. liste Il à serait tombé personne. C'est dans à cause de l'oubli. Jules qui est là. Vraiment. Ouais, parce que le monde qui parle de ce jeu-là, c'est le monde qui l'a supporté. Le reste du monde, ce Ouais. jeu-là est tombé dans l'oubli. Puis Ouais. il pense qu'il est Peut-être qu'il va y annulé. avoir un petit hype quand il va sortir, mais d'après moi, il n'y aura pas une grosse sortie magasin, fait qu'il va rester dans l'oubli, puis nous autres, on va le connaître grâce à Jules. Ouais, Merci, parce qu'à un Jules. moment donné, dans le projet, ils ont offert, quand ils ont décidé de refaire tout le jeu, ils ont offert à leurs backers de la possibilité de se faire rembourser. Ce qui est quand même politiquement correct là, de faire ça, parce qu'ils n'étaient Ouais. pas obligés de le faire. Donc, tu sais, il y a probablement genre la moitié des backers qui ont comme fait hey, fuck off, là, moi je me fais rembourser, puis je veux plus suivre cette saga-là. Fait que, tu sais, l'argent qu'ils ont fait a diminué en cours de route au lieu d'augmenter. Ouais. Ça a dû être difficile pour eux autres. Voilà. Fait que voilà, c'était mon numéro 13. Ok. Mon numéro 12, c'est un spin-off d'un jeu qui existe déjà. Puis c'est un jeu qui existe à plusieurs sauces déjà, mais on a annoncé une nouvelle pour 2022. C'est Love Letter. Love Letter Star Wars. Ah ouais. Donc le prochain Love Letter Ah oui, on en avait parlé. En plus. a été annoncé la semaine passée. Il est ici. Donc c'est Love Letter Jabba. C'est Star Wars Jabba's Palace. A Love Letter Ouais. Game. Fait que ça va être un Love Letter dans l'univers de Star Wars, dans l'univers des Crime Lords de Star Wars. Fait que ça fit avec la sortie de la série Book of Boba Fett, étrangement. Ça, on appelle ça une opportunité marketing. Là. Ouais, Donc, en effet. qu'est-ce qu'il va avoir comme twist? Je sais pas trop, j'ai pas checké. Je suis un gros fan de Love Letter. Je serais pas surpris de dire que je suis un gros fan de Star Wars aussi. On mélange les deux ensemble. Moi, j'embarque, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'il va avoir des objectifs à réaliser
Je pense que c'est ça la twist. Comme si t'étais des bounty hunters qui avaient des contrats ou des trucs comme ça. Fait que je pense qu'il va y avoir des objectifs à réaliser pour justement faire des points, des trucs comme ça, ou à la fin de la ronde. C'est pas nécessairement celui qui a le plus gros chiffre qui gagne, ça va dépendre de l'objectif de la ronde ou des trucs comme ça. Fait que je pense que la twist va tourner autour de ça. Donc, ben oui, Love Letter, Jabba's Palace, moi j'ai hâte de jouer à ça. Même si vous êtes tanné de voir des annonces de nouvelles versions de Love Letter, moi j'attendais ça depuis longtemps, Love Letter Star Wars. L'année passée, on a eu le Love Letter Marvel avec le gain Ouais, de l'infinité qui est étrangement super bon en passant. Donc, ouais, qui est quand même bien réussi. Ouais, même si c'était super cliché de dire encore un jeu qu'on refait à sauce Marvel, ben oui, mais ça a super bien fonctionné. Donc, j'ai hâte à celui-là aussi. Fait que ça, c'est une sortie magasin. Là. Fait que c'est sûr que ça va sortir en 2022. ouais, FFG, quand ils annoncent un jeu, généralement, ça sort 1 ou 2 mois après. T'sais. C'est rare qu'ils font des annonces 6 mois, 1 an d'avance. Là. Fait que ils l'ont annoncé la ouais. semaine passée. Fait que d'après moi, d'ici février, là, ça va être disponible en magasin un peu partout. Puis aussi, quand c'est Asmodée, ils sortent généralement en français et en anglais à peu près en même temps, selon la distribution. Donc, ben oui, Love Letter, Jabba's Palace. Moi, j'ai bien hâte d'essayer ça. Cool. Là, on est rendu à 12. Donc, moi, mon numéro 12, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Moi, mon numéro 12, c'est un jeu, j'ai encore une fois pas beaucoup d'informations sur ce jeu-là. Je sais que ça a passé sur Kickstarter. Ça s'appelle My Father's Work. Je m'attends peut-être à le voir sur ta liste, je suis pas certain. Mhm. My Father's Work, dans le fond, c'est un jeu de Renegade Games. C'est un worker placement, puis c'est surtout la thématique qui m'accroche, où tu as l'air d'être une espèce de thématique un Frankenstein, peu un peu. Le ouais, scientifique. Là. Frankensteinesque, si je peux dire, où littéralement, c'est comme si on trouvait, si j'ai bien compris, là, de la campagne, on trouve une espèce de papier de notre père qui faisait des expériences macabres dans son château, puis on décide de prendre la relève, et sur 3 générations de personnes, dans le fond, c'est pour ça tout le titre My Father's Work, on continue la même œuvre sur 3 générations, puis là, on doit améliorer son espèce de château avec ses façons d'inventer, de faire des inventions. Euh, Pas machiavélique, c'est pas macabre, si je peux dire. Ouais, un plus. Fait que c'est des expérimentations, puis à la fin de chaque génération, les expériences qu'on a faites vont rapporter des points, puis on doit approfondir notre connaissance de je ne sais trop quoi. Puis donc voilà, fait que worker placement, thématique un peu savant fou que je trouve intéressante dans un univers un peu macabre. Je trouvais que ça avait l'air très intéressant. Renegade Games habituellement font des bons jeux aussi, fait que je fais confiance à la compagnie. Je sais qu'ils passent par Kickstarter de temps en temps. Plus que ça, là, worker placement dans cet univers-là, ça va l'air bien. Un beau visuel sur les cartes, le plateau, quelque chose de dark un petit peu. Fait que My Father's Work, numéro 12. J'en sais pas énormément plus que ça sur le jeu, mais il m'apparaissait fort intéressant. Fait que je le surveillerai quand ça va sortir. Ouais, c'était un jeu de style gestion de ressources euro, je pense, là, Ouais, c'est qui est ça. plus dans ces cordes-là. Puis le côté legacy, que justement, il y a des trucs qui vont aller de partie en partie parce que justement, on a une espèce de système de descendance, là, avec nos descendants Ouais, qui c'est vont ça. continuer notre travail. Fait que c'est un système campagne legacy, donc toujours intéressant comme concept. Puis c'est le fun parce que dans leur campagne de My Father's Work, ils offraient la version française directement. Ah, tu vois, ça, Puis je savais pas. nos boutiques locales pouvaient réserver des copies. Puis on pouvait les acheter directement à notre boutique au lieu de la supporter sur leur site. Fait que c'était cool parce que c'était un beau moyen d'encourager les boutiques en même temps dans Ah, une campagne pour nous permettre de l'avoir en français en plus. Fait que c'était vraiment ah, tu bien vois, c'est fait. novateur comme façon de faire, c'est le fun aussi. Ouais, c'est vraiment un beau système puis bien pensé. Puis j'espère qu'ils vont continuer à faire ça ou que d'autres compagnies vont faire ça parce que je trouve des fois c'est ce que je trouve plate dans les campagnes Kickstarter ou GameFound, c'est que les gens vont commander là, mais ta boutique locale, elle n'a aucune part là-dedans. Puis il n'y a pas tout le temps Ouais. des pledges de boutique, parce que des fois, il y a des pledges de boutique. Ils font un prix justement pour que la boutique puisse l'acheter puis les revendre pour faire un certain profit. Mais c'est pas toutes les campagnes qui offrent cette possibilité-là aux boutiques. Fait que je trouve ça vraiment bien d'avoir pensé à eux parce que c'est un des moteurs importants de notre hobby, les boutiques de jeux. Puis on s'entend qu'en 2020-2021, ça n'a pas été Ça a été une dure facile. année. La pandémie, les fermetures, OK, il faut juste qu'on aille une boutique en ligne. Fait que là, tous ceux qui n'avaient pas de boutique en ligne, ils se sont retournés. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était un beau coup de pouce à nos boutiques. Puis respect pour avoir fait ça.
dans leur campagne de My Father's Work. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça a l'air de quoi. Ok. Mon numéro 11, j'ai semi-triché, mais pas tant que ça. J'ai mis le jeu Bitoku. Okay. Bitoku. Là, vous allez me dire, ouais, mais le gars, tu as vu, il était affiché 2021 sur Board Game Geek. Je le sais. Mais il est sorti genre le 22 décembre 2021. Tu sais. Rendu là, c'est une sortie 2022 là, pour moi. Là. Puis, surtout que la version française va être disponible en mars. Fait que là, je me dis, il sort en mars 2022. Fait que c'est une sortie 2022 pour moi. Je vais attendre la version française qui va être faite par Yellow. Donc, ça semble être un des jeux qui a fait le plus de buzz à SN à l'automne dernier. C'est un espèce de gros jeu euro de gestion, fait qu'un jeu expert, un jeu complexe. Ça a l'air d'être dans l'univers un peu de la mythologie japonaise, un peu un style visuel qui est super beau, super intéressant. Ça me rappelle un genre de manga Spirit Away un peu, là, les espèces d'esprit de la nature, des trucs comme ça. Là. Le board, il y a du stock là-dessus. Il a l'air chargé. Là. Ouais, ça a l'air intense, mais ça a l'air que c'est super satisfaisant, super bon. Tout le monde qui ont joué à date, là, parce qu'il est sorti en anglais ici au Canada, là, puis qu'il y a déjà des gens qui l'ont, puis qui ont joué, puis tous les gens que je connais qui y ont joué, ils ont fait, ok, c'est vraiment solide comme jeu, fait que ça me donne vraiment le goût d'y jouer. Je vais peut-être l'essayer demain si je suis capable de voir une personne pour jouer qui l'a acheté. Fait que peut-être que je vais l'essayer aussi rapidement que demain, mais sinon, c'est sûr que d'ici à ce qui sorte en français, ben, c'est un des jeux que je veux essayer. Ça a l'air vraiment bon. Et vraiment beau aussi en même temps. Là, une belle présence sur la table pour Bitoku. Une plus belle présence à la table que son nom. Ouais. Voilà. Ouais, pour les francophones, puis ils ont décidé de le garder en français, non? Ouais, c'est ça, ils ont décidé de pas le traduire. D'habitude, c'est drôle parce qu'ils font tout le temps le contraire. Hein. Souvent, ils traduisent le titre, puis là, tu fais comme, pourquoi ils ont traduit ce titre-là? Puis des fois, quand ils font, tu fais comme, ils devraient traduire ce titre-là parce que ça n'a pas d'allure, mais ils le traduisent pas. Ben, c'est ça. Ouais. En même temps, ça sonne drôle en français. Pour le marketing, t'es aussi bien de garder ce nom-là parce que ça fait jaser, puis c'est ça que tu veux, dans le fond. Fait que, même si ça sonne weird en français, ben, on va rester Bitoku. Ouais. Dans mon cas, mon numéro 11, on change complètement de genre. On s'en va encore une fois. Déjà, mon 4e jeu coopératif sur 5, c'est le jeu Contra de Board Game. Malade. Puis, c'est un jeu qui est passé sur Kickstarter. Il y avait encore des pre-orders jusqu'à récemment qu'on pouvait faire sur le jeu. Puis, initialement, je l'avais mis plus haut en me disant c'est le genre de franchise que ça va être n'importe quoi. Jusqu'à temps que je réalise que c'est Blacklist Games qui fait le jeu. Fait qu'ils reprennent leur système modulaire qui a fait leur succès dans des jeux comme Street Master, puis Altar Quest, puis le jeu de Body Cops, là, que je me rappelle plus du titre. Ouais, ils l'ont fait à quelques reprises. Brook City. Ils l'ont fait à quelques reprises. Fait que dans le fond, on comptera un jeu modulaire. On va avoir des decks qui vont représenter les différents commandos qu'on peut prendre, des decks qui vont représenter les environnements dans lesquels on va se battre, des decks qui vont représenter les groupes d'ennemis qu'on va pouvoir choisir, puis on va tenter de faire des séries de missions pour aller finir par battre la Mother Brain, l'espèce de boss la fin. Fait qu'un jeu avec des mini, un jeu qu'on va se promener sur un plateau, on va lancer plein de dés, on va activer des habiletés de ses personnages, il va y avoir une évolution qui va se faire de partie en partie, avec un graphisme qui va rappeler grandement les bons vieux jeux Contra, Super Contra et compagnie de mon enfance. Donc, s'ils font juste appliquer le même système de règles qu'ils ont dans leurs autres jeux, ça va être bon. Ça va chercher une thématique un peu différente des autres que je vais posséder du même genre. Là. Je vais avoir Street Masters puis Alter Quest ici. Fait que là, je vais aller chercher celui qui est un peu plus sci-fi. Ça va bien se compléter. Donc, ça devrait être bon. Puis en plus, j'aime beaucoup la boîte qu'ils ont décidé de faire, qui est une espèce d'énorme cassette Nintendo. Ouais, ça, je trouve ça très sympathique. Donc voilà, Contra, mon numéro 11. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Contra. OK. Mon numéro 10, c'est un jeu qui, lui, s'il y en a un qui sort pas en 2022, ça devrait être lui. Parce que ça va être lui. Sa campagne Kickstarter n'est pas faite, puis elle a été retardée de longtemps. Mais c'est peut-être un bon signe. C'est aussi un jeu qui est basé sur un jeu vidéo. C'est Slay the Spire de Board Game. Ah ouais. Donc Slay the Spire, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez sur votre console ou vous allez sur Steam, sur votre tablette, puis vous achetez ça.
c'est un des meilleurs jeux de deck building, un des meilleurs jeux vidéo de deck building. Donc, c'est un jeu roguelike. Fait que tu vas essayer de traverser des étages, faire des choix, faire des combats. Puis le système de combat, c'est un système de deck building. Puis dans le fond, chaque personnage fonctionne vraiment différemment. Fait que c'est aussi très cool. Puis très stratégique. À chaque fois que tu tues un monstre, tu vas gagner une nouvelle carte pour ton deck. Tu peux gagner des genres de reliques qui te donnent des pouvoirs. Fait que, bref, c'est super bon le jeu vidéo. Mais là, l'année passée, en 2021, il avait annoncé qu'il allait faire une version board game. Ce qui est tough dans ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de distribution aléatoire. Donc, il y a beaucoup de. Tu sais, les cartes, de la manière que quand tu tues un monstre, ben là, on met un choix de 3 cartes aléatoires, puis que là, t'en choisis une. Quand tu bats certaines affaires, tu ouvres un coffre, il va y avoir 3 reliques, t'en choisis. Tu sais, t'as tout le temps plein de choix, mais dans un jeu de société, c'est que ça fait beaucoup de manipulation. Fait que là, il faut qu'ils trouvent un moyen de rendre ça fluide, de rendre ça le fun. Ça va être un jeu coopératif ou solo. Fait que ça va jouer de 1 à 4. Et j'étais allé lire un peu sur Board Game Geek là, dernièrement. Puis justement, l'auteur est très présent. Il faisait beaucoup de posts sur Board Game Geek. Puis la campagne était censée être en mars 2021. Fait que là, on est quasiment en mars 2022. Puis la campagne n'est même pas lancée. Fait que l'auteur, tu sais, il y a des gens justement qui posaient les questions. Ben, quand la campagne, là, quand vous l'avez reporté, mais vous l'avez mis à quand? Fait que là, l'auteur disait, écoute, on travaille vraiment fort, on joue à Slay the Spire tous les jours aux jeux vidéo, on travaille sur le board game, on fait du développement. Il dit, moi, tant que je suis pas satisfait du jeu, tant que je trouve pas que le jeu refait l'esprit du jeu vidéo comme il faut, puis comme on le veut, on part pas la campagne. Fait que tu sais, là, ça fait au moins 1 an et plus qu'ils sont en phase de développement intense. Ouais. Fait que tu sais, qu'ils soient en retard à cause de ces raisons-là, j'aime mieux qu'ils fassent le développement avant la campagne qu'après. Éviter un Sleepy Hollow. Là. Voilà. Fait que pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle puis c'est une sage décision parce que des fois, on dirait que les compagnies sont allées chercher justement une propriété intellectuelle d'un jeu vidéo super populaire, surtout dans les communautés de board game parce que c'est un jeu de deck building. Puis le fait qu'ils prennent leur temps, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Fait que j'ai hâte de voir le projet, j'ai hâte de le voir parce que le jeu vidéo, c'est un des jeux vidéo que j'ai joué le plus dans les dernières années. C'est débile ce jeu-là. Mais j'ai hâte de voir est-ce qu'ils sont capables d'en faire une version de jeu de société qui justement va éviter d'avoir trop de manipulation, trop de trucs à gérer. C'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, sinon, est-ce que je vais me faire chier à gérer le jeu de société s'il y a plein de manipulations plates ou je vais juste prendre ma Switch puis jouer aux jeux vidéo, tu sais. C'est ça qui est difficile avec un jeu comme ça. Là. Est-ce qu'on est capable de me donner le goût de jouer aux jeux de société? Fait que c'est un projet que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Puis qui prenne encore 6 mois, 1 an à le développer, ça me dérange même pas. Même s'il sort en 2023-2024. Pour vrai, s'ils sont capables de pondre un bon jeu avec la propriété intellectuelle de Slay the Spire, ça va être fantastique. Donc, mon numéro 10, mais pas mal sûr qu'il sortira pas en 2022, mais je voulais quand même le mettre sur ma liste. Pour en parler pareil. Exactement. Donc, Slay the Spire, The Board Game. Super. Mon numéro 10, moi, dans mon cas, j'assume que tu vas être capable d'en parler plus que moi. Là, j'ai pas encore joué à un jeu de cet auteur-là. Puis là, je me dis que ça serait une bonne occasion de commencer à explorer l'univers de Ryan Lockett. Mm-hmm. Fait que j'ai mis Now or Never. Now or Never. En numéro 10, qui est le 3e jeu dans son espèce de trilogie Above and Below, puis Near and Far. Dans celui-là, je sais, j'ai lu un petit peu sur le jeu. Là, je sais que ça va être asymétrique, il va y avoir des personnages asymétriques qui vont guider des villageois pour qu'ils reviennent construire un village qui a été détruit, le village de leurs ancêtres qui a été détruit. Il va y avoir de l'interaction, il va y avoir des tuiles à placer sur un plateau qui représente ça. Il y a des ressources à gérer, il va y avoir du hand management, du card management, mais gérer une main de cartes à utiliser. Il va y avoir un mode campagne qui va rentrer à l'intérieur du jeu. On va pouvoir jouer juste des parties, une de temps en temps, où on va pouvoir faire une espèce de mode de campagne où on suit puis on tente d'être celui qui est le plus efficace, là, si tu veux, là, pour reconstruire son village ancestral. Il va y avoir des endroits étranges, des gens qu'on va rencontrer, des technologies weird, un paquet de choses comme ça. J'ai toujours trouvé que son univers avait l'air super intéressant, mais ça n'a jamais donné que je puisse me plonger, puis je sais que vous les possédez, là, que ce soit Sleeping Gods ou Near and Far, Above and Below, Jules les a tous. Puis, oh, je le vois pas. Ouais, c'est OK, ouais, je viens de le j'ai voir. reçu Near and Far il n'y a pas longtemps en français.
Fait que je suis persuadé que ça va être très, très bon. Puis je sais qu'il y a une super bonne réputation. Fait que cette aventure-là dans l'univers de Ryan Lockett, j'ai bien hâte de me prolonger. Celui-là, je m'étais dit que je vais me le procurer pour le faire, là, pour finir par en faire un de ces jeux. Fait que voilà, tout simplement, mon numéro 10. Voyons, Now or Never de Ryan Lockett Bon ou Red choix. Raven, je me trompe Ouais, pas. ouais. Ouais, bon choix. Puis tous les autres jeux là, avant, là, tu sais, Above and Below, Near and Far, même Sleeping God, il avait fait des campagnes Kickstarter, mais ça n'a pas été le cas pour Now or Never. Ce qu'il a fait, Ouais. c'est qu'ils ont ouvert une certaine quantité en pre-order directement sur leur site. Fait qu'à la place de faire une campagne, de gérer une campagne pendant la pandémie, lui s'est dit, OK, non, on a assez de fonds, on va le produire nous autres mêmes, on va juste faire un pre-order sur notre site pour être sûr au moins qu'on en vende X. Puis, tu sais, pour vrai, la blonde à Jules, elle voulait lui acheter à Noël, puis elle m'a envoyé le lien en disant, tu peux-tu me le commander? Ils ont des pre-orders, tout ça. Puis les pre-orders étaient déjà tous vendus quand elle me l'a envoyé. Fait que ça s'est vendu comme des petits pains chauds, comme on dit. Donc, Cool. j'ai hâte aussi que ça arrive en magasin. Puis, tu sais, je vais peut-être attendre la version française. J'ai les deux autres en français là, qui ont été traduits. Fait que Ouais, on espère que lui aussi va être traduit par Lucky Dog Games, qui ont fait les deux autres dans probablement. la série. Donc, non, ils sont toujours le fun, ces jeux. C'est pas des jeux, tu sais, c'est pas des jeux super complexes. C'est des jeux intermédiaires, mais qui sont intéressants, qui ont une belle prise de décision, qui ont un super visuel. Le matériel aussi, généralement, les composantes sont super belles. Donc, c'est Ouais. le genre de jeu que tu t'immerses un peu dans cet univers-là. Puis, tu sais, Near and Far, c'est vraiment solide comme jeu. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va emmener ça avec Now or Never. Donc, clairement, un jeu Ouais. qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt en 2022. Fait que lui, c'est pas mal ça aussi qui va sortir cette année. Parce que justement, Ouais. les pre-orders, tout ça, C'est pas une déjà. sortie Kickstarter. Là. Non, c'est ça. C'est juste que. Je sais pas à quel point ils vont en produire beaucoup pour la première vague. Là. Fait que d'après moi, quand vous commencez à voir ça en magasin, si vous le voulez, d'après moi, ça va partir Saute vite. dessus. La première vague, puis est-ce qu'il va avoir le temps d'imprimer une deuxième vague pour la fin de l'année, mais ça, c'est une autre histoire. Nous verrons bien. Voilà. Parfait, ça. Ensuite, mon numéro 9. Mon numéro 9, c'est une version 2 joueurs d'un jeu qui existe déjà. Ça aussi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup quand ils font une version 2 joueurs d'un jeu. Puis celui-là, ça m'a particulièrement intrigué. Ça va être la version 2 joueurs de Cryptid. OK. Donc, ça va s'appeler Cryptid Légende urbaine. Cryptid, c'est un jeu de déduction logique où on essaie de trouver une créature selon des critères. Puis chaque joueur possède un critère, une information qui est à lui, dans le fond. Puis en posant des questions, en fait, en demandant aux joueurs si sur le plateau, le cryptide peut être là ou non selon ton information. On finit par essayer de déduire les informations des autres et de combiner tout ça ensemble pour être capable de trouver la créature, donc le cryptide. Il n'y a même pas d'image de sortie à part la boîte. Donc, on ne sait pas grand-chose encore une fois, mais ça, on sait que ça va être la version 2 joueurs de ça. Puis c'est un jeu de déduction. Tu sais, à 2 joueurs, Cryptid, il perd un peu de saveur parce que, bon, à 2 joueurs, on a juste 2 informations à combiner ensemble. Ouais. Le puzzle est peut-être moins intéressant que de jouer à 3-4 où justement, là, c'est un peu plus corsé. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à adapter ça en version 2 joueurs pour faire une expérience peut-être un peu plus fun à 2. Il était pas minimalement 3 joueurs, justement, Cryptid? T'as bien raison. Il est 3 joueurs minimum. Ouais, il me semble qu'il est 3 joueurs et plus. Ça fait encore plus de sens de faire une version à 2. Ouais, t'as bien raison. Fait que, non, ça, j'ai bien hâte. C'est un jeu que j'aime beaucoup, Cryptid. Donc, jeu de déduction logique. Fait que j'ai hâte de voir la version 2 joueurs. De quoi ça va avoir l'air. Je suis bien, bien curieux. Super, très bon choix. Moi aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés dans le genre de jeu de déduction. Bon, numéro 9, je vais être bien honnête, je suis intrigué par la gimmick que le jeu propose. C'est un jeu où des archéologistes vont creuser dans des plaques de glace pour aller trouver des artefacts. Ça s'appelle Ice, tout simplement. J'avais vu la campagne. C'est Ice 2021 j'avais vu la ou campagne. Ice 2022? C'est Ice 2022. Ça va être 2022, je dirais. Ouais, c'est en plein celle-là. Dans le fond, dans Ice, ça, c'est comme je viens de le dire, les joueurs vont incarner des espèces d'équipes de scientifiques, des archéologues qui vont explorer un environnement, puis ils vont essayer de creuser pour aller chercher différentes tuiles. Puis il y a 5 étages de tuiles qui sont construites en espèces d'hexagones superposés. Je sais pas si tu es capable de trouver un plateau là, comme il y avait dans la campagne. Ouais, c'est ça, je cherche. Puis l'idée,
L'idée, c'est que littéralement, quand on va explorer le plateau, on va enlever des tuiles, puis on va aller de plus en plus creux à l'intérieur d'un plateau qu'on a construit. Là, tu as l'air d'être au tabletop, je pense. Ouais, c'est Tabletop Puis, Simulator ou c'est Tabletopia. ça. Puis on va enlever les tuiles, puis on va creuser littéralement à l'intérieur du plateau, un petit peu comme le jeu c'est Fossil qui avait fait ça, Ouais, avec des tuiles en plastique. Là. qui donnait un peu ce feeling-là. Puis plus là, ce qu'on voit à l'écran, c'est plus on va être creux, plus les tuiles vont être foncées, mais les tuiles qu'on va avoir enlevées pour aller plus profondément, on va les garder, puis on va pouvoir les transférer en actions spéciales, puis en pouvoirs spéciaux, etc. Puis ensuite, ben, celui quand on va avoir fini de creuser tous les artefacts qui est dans le dernier étage, la partie va se terminer, puis on va marquer des points de victoire selon ce qu'on a trouvé tout au long de la partie. Fait qu'un jeu, pas un jeu d'exploration, mais c'est un jeu qui m'intrigue. Je sais pas exactement ça avec tous les mythes. C'est un jeu de prise d'action. On va avoir un certain nombre de points d'action, puis on peut les utiliser pour activer ses habiletés spéciales ou pour aller prendre des tuiles. Puis selon ce qu'on voit, c'est d'aller enlever des nouvelles, puis trouver des artefacts qui sont cachés. Fait que je ne cacherai pas que c'est un jeu qui est centré autour d'une gimmick, là, l'espèce de la façon dont le plateau il est construit un peu en 3D avec un effet de profondeur à l'intérieur. Sur la campagne Kickstarter, ça avait l'air intéressant, mais je suis un petit peu inquiet de comment cette gimmick-là va ressortir sur une vraie table de jeu, fait que je ne l'avais pas supporté. Mais je vais être quand même très curieux de voir comment ça va aller. Dans le fond, c'est le même genre d'attrait qu'un jeu comme Fossil. En le disant à voix haute, c'est un peu le même genre de curiosité. Quand ça va arriver, ça va être un coup de circuit, ça va être un miss. J'ai très très hâte de le savoir. Ça me semblait être bien réussi. Puis j'aimais cette thématique-là, d'espèce dans la glace, là, dans le froid, en québécois que je suis, avec l'hiver que j'apprécie. Je trouvais ça le fun d'aller chercher cette thématique glaciale. Là. Fait que Ice, mon Ouais, numéro puis 9. le style visuel est quand même très cool. Là. Je trouve que ça fait Ouais, différent de ce qu'on voit il y a un habituellement. petit Là. côté un peu cartoonish, là. Ouais, puis Puis, c'est comme si l'environnement occupe la plus grande place aussi. Ou, ouais, tu sais. exactement. Ouais, c'est très Fait beau. que, ouais, le style visuel du jeu, il est très bien réussi aussi, en tout cas dans les images que j'ai vues jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, c'est vraiment le plateau, là, j'ai très hâte de voir, ça va avoir l'air de quoi concrètement. Là. Cool. Voilà. Mon numéro 8, c'est un jeu qui est passé par GameFound. Je vais y aller avec Eleven, a Oui. Football Manager Board Game. Donc, jeu de Portal Game, qui est pas de Ignacy Chevicek, donc mais c'est quand même lui l'éditeur, mais c'est pas lui l'auteur du jeu. Ouais. Donc, c'est un jeu où on va gérer une équipe de soccer, donc le football européen. Et, euh, et c'est pas mal ça. Ouais. Ben, c'est un jeu euro, là, c'est un jeu très euro. Où on est le manager d'une équipe. Fait on joue pas les parties en tant que telles, ils sont représentés par des mécaniques de jeu. Mais on va améliorer son stade, on va engager du staff, on va signer des nouveaux joueurs, nos joueurs vont gagner d'expérience, ils vont devenir des vedettes. Fait que c'est tous ceux qui connaissent les jeux de management d'équipes sportives que souvent dans des jeux de simulation là, sur application ou en jeu vidéo, là, les East Side Hockey Manager ou les Football Hockey Manager, cette affaire-là. C'est ce genre-là, mais en board game, dans un jeu de soccer. Puis oui, ça a passé sur GameFound. Ouais, puis ça a l'air super bon le gameplay. Puis je trouve que c'est un thème super original. Les jeux de sport, un jeu de gestion dans l'univers de sport, c'est assez inusité. On en a presque peu. Fait que ça, encore une fois, ça donne une belle saveur, une belle originalité au jeu. Honnêtement, si ça avait été du hockey au lieu du soccer, c'est sûr que je l'aurais déjà acheté. Ben, moi, je vais être bien franc. Là, moi, il n'est pas sur ma liste parce que je l'ai backé. Bon, c'est Puis, ça. j'ai dit en début de liste que j'ai mis aucun jeu sur ma liste dans les jeux que j'ai supportés. Fait que moi, je vais le posséder éventuellement Eleven. Fait que pour cette raison-là, probablement qu'il va être retardé, qu'on va avoir la malchance qu'il va passer dans une tornade puis qu'il va sortir en 2024. Yellow sont censés faire la version française. Fait qu'on sait jamais. Yellow sont quand même assez, Oui, en assez effet. assidus sur leurs affaires. Fait qu'on sait jamais. Peut-être que la version française va sortir avant la version anglaise. Oui, C'est jamais. en effet. Ok, Eleven, j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça a l'air vraiment prometteur comme jeu. Oui, ça va l'air très solide. Puis il y avait plein d'extensions là, pour aller chercher Les toutes sortes superstars. toutes sortes d'expansions de types différentes. Là. Fait que ça va l'air très très bon. Voilà, numéro 8. Dans mon cas, mon numéro 8, un autre jeu qui a passé sur Kickstarter, c'est Heartborn Rangers. Qui a l'air étrange comme jeu. Déjà, le titre, c'est assez Un- étrange.
Earthborn Rangers, dans le fond, c'est un jeu coop, encore une fois. C'est un jeu de cartes principalement, où tu vas choisir un ranger, que tu vas avoir des cartes qui vont représenter ses forces, ses faiblesses, ses intérêts en début de partie. Puis au fur et à mesure que la partie avance, tu vas explorer une espèce de nature de la Terre qui a été transformée puis scrappée par des technologies humaines, puis tu vas essayer de réexplorer pour te réapproprier tout ça, si j'ai bien compris la thématique du jeu. Puis tu es un ranger, justement, là, qui est envoyé. Fait que de façon coop, tu vas explorer cette terre-là dans ce qu'ils disent être vraiment un open world. Fait que tu vas y aller dans le sens que tu veux. Tu vas prendre tes missions dans l'ordre que tu veux, avec des choix narratifs, comme quelqu'un appelle ça des branching paths. Là, quand tu vas faire des choix, ça t'en va dans une direction, puis tu reviendras jamais de l'autre côté. Fait vraiment un jeu d'exploration narrative. Et j'avais regardé quelques vidéos sur la façon dont les tours se jouaient. C'est vraiment un jeu de gestion de main de cartes, un petit peu à la Marvel Champion. Tu vas avoir certaines cartes que tu vas avoir à dépenser pour utiliser d'autres cartes. Sauf que tes cartes vont être en différentes couleurs selon ce qui représente les forces de ton personnage. Fait qu'il y a certaines cartes qui vont te coûter moins cher à jouer que d'autres cartes. Il y a d'autres cartes qu'il va falloir que tu mettes en jeu avant de pouvoir jouer d'autres. Tu as des cartes d'équipement, des cartes qui sont tes habiletés, des cartes qui sont tes pouvoirs, etc. Puis toutes les affaires que tu rencontres, c'est tout représenté par des cartes. Fait que tu vas avoir une montagne à traverser. Dans la montagne, il y a un tigre. Le tigre, tu vas avoir différentes façons de. Tu peux l'amadouer ou le tuer ou le fuir, etc. Fait que tu vas avoir plein de choix à faire, toujours représentés par les cartes que tu vas jouer, puis tu vas éventuellement rentrer dans ton deck. Puis c'est ça. Fait que grosso modo, dans un tour, tu vas juste faire une action qui est de jouer une carte de ta main ou de faire l'action qui est sur une carte que tu as déjà mis en jeu précédemment. C'est ça, je veux dire, le côté un peu Marvel Champion. Fait que je vais jouer des cartes devant moi qui vont donner une espèce de tableau de jeu qui vont me donner accès à des nouvelles actions. Puis je vais explorer cet univers-là de façon coopérative avec un visuel que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Fait que je sais pas exactement c'est quoi la finalité du jeu. Je sais que c'est un jeu d'exploration. Fait que c'est peut-être de reprendre possession de cette terre-là qui a été scrappée. Puis chaque tour de jeu, ça représente genre un jour ou une semaine là, dans l'univers du jeu. Puis t'as un certain nombre de jours pour accomplir des objectifs. Fait que ça me semblait être très, très intéressant. Je ne l'avais pas backé non plus. Je me rappelle plus pourquoi. Peut-être qu'il est en même temps qu'un autre. Fait que Earthborn Rangers, bien de voir ça a l'air de quoi quand ça va arriver. Nice. Il y a juste le cover de la boîte comme image. Il n'y a aucune autre image présentement sur Non, Board sur Game Geek. Board Game Geek. Ouais. Mais le Tu visuel vois, de la je sais boîte est pas super beau. je sais qu'il y a une couple de reviewers qui en ont déjà fait des vidéos de jeu, là, fait qu'ils l'ont envoyé à quelques compagnies. Des Mais ça avait protos. l'air très très bon. Cool. Ouais. Numéro 7, c'est un jeu qu'on a déjà essayé, qu'on a déjà joué. Oh, On avait un ok. prototype. Fait que c'est Primal Ah, The Awakening. ok. Donc c'est un jeu de boss fight. On va se battre contre des énormes monstres. Sur un petit plateau tactique où on va avoir comme 4 cadrans autour du monstre. Ouais. Puis on va devoir se déplacer, puis aller jouer des cartes pour effectuer des attaques, puis essayer de vaincre ce monstre-là de façon coopérative. Le système de tactique est vraiment le fun. C'est un système de cartes, de combos de cartes quand tu vas les jouer. Tu as aussi des cartes qui vont te permettre de défendre contre les attaques de l'ennemi. Puis chaque ennemi a un deck qui est spécifique à lui. Fait qu'il faut un peu que tu apprennes les patterns de l'ennemi. Fait que c'est Ouais. ce genre de jeu-là que tu sais pas trop comment ces attaques fonctionnent au début du combat. Puis là, plus ça avance, plus on va tourner ses cartes d'attaque. Mais là, on va réaliser, OK, quand il fait son coup de queue, il faut que je me mette des cartes de telle couleur pour me défendre. Parce que sinon, ça va me faire une grosse attaque. Puis là, ça va me faire mal. Fait qu'il faut vraiment essayer de connaître le monstre, d'essayer de l'apprendre. Et ensuite, essayer de contrer ses attaques. Donc, c'est un jeu avec des énormes figurines. Là. Les Primals, c'est comme des gros monstres. Là. Puis, genre de gros dragons, un gros Bahamut, des trucs comme ça. Là. Donc, c'est un jeu qui a passé par Kickstarter, qui coûtait quand même assez cher, là, parce que c'est des Ouais. énormes figurines, évidemment. Là. Mais non, le jeu est vraiment intéressant. Puis, entre chaque boss, tu as une phase où tu peux améliorer ton personnage. Fait que tu vas pouvoir acheter des nouvelles cartes, des versions améliorées de tes cartes. Fait que tu vas augmenter ton deck et tout ça. Vraiment très cool. J'avais vraiment aimé le système de combat. Puis tu sais, le plateau, là, c'est littéralement une case pour mettre le monstre au milieu. Là. Puis t'as 4 cases pour les 4 cadrans autour, puis c'est tout. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas un.
c'est pas un gros plateau où on se déplace puis qu'on fait plein de déplacements. Ouais, Là, puis c'est étonnamment efficace. Parce que il y avait Ouais, deux boss qui venaient avec le proto. J'allais les essayer les deux. Puis en plus, là, je vais faire une petite parenthèse. Dans le proto, on pouvait à peine explorer le côté, euh, voyons, le côté artisanat qu'il y a à l'intérieur du jeu, où tu ramasses des matériaux pendant les combats, des plantes, des trucs comme ça. Puis après, tu peux te fabriquer des potions. Un côté Witcher, si on veut, là, tu peux te fabriquer des ouais. potions puis améliorer ton équipement avec ça entre les batailles que tu vas pouvoir faire dans un mode campagne, mais qu'on ne pouvait pas faire beaucoup dans le proto. Fait que j'ai hâte de voir ça, comment ça va virer. Mais pour y aller avec ce que David disait, tu as 5 cases là, sur le plateau de jeu, puis c'est fou comment ça fonctionne bien. Ah, Où tu dis, parce qu'il y a un concept d'aggro dans le jeu, fait que ouais. tu dis, moi, je vais aller sur son flanc droit, puis je vais lui donner une claque. Fait que là, il va se tourner vers moi, fait que là, ça va faire que toi, tu vas déjà être placé dans son dos, puis là, tu vas pouvoir faire ta super méga attaque qu'il faut que tu sois dans le dos pour pouvoir la faire. C'est une belle collaboration qui est dans le jeu, c'est un excellent, excellent choix. Ouais, c'est très tactique comme jeu. Là. Fait que, ceux qui veulent Ouais. vraiment un combat tactique contre des boss, ça va être assez solide. Moi aussi, j'ai hâte à la sortie. 2022, je sais pas à quel point c'est juste ou pas pour ce jeu-là. Mais on va se croiser les doigts peut-être vers la fin de l'année pour que ça arrive. Sinon, ben, ça sera en 2023. Qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, répétant ton numéro 8, si je ne l'avais pas backé, il serait sur ma liste. Ben, c'est ça, je me disais. Hein? Moi, on est donc rendu à mon numéro 7. Mon numéro 7, c'est un jeu auquel j'ai déjà joué. C'est drôle que ça fasse suite. Moi aussi, c'est un jeu que j'ai déjà testé en proto. Ça s'appelle That Roads All-Star, Ah, nice. qui m'avait surpris par sa simplicité et son efficacité. Dans le fond, écoute, c'est Twisted Metal, le board game. Dans Death Road All-Star, c'est un jeu de course qui est représenté par un petit plateau d'une douzaine de cases à peu près. Là, le plateau de course, là, Ça va être ça, il est ouais. pas si gros Ouais, que tout ça, petit. même pas ça, 7 cases, à peu près 7-8 cases. Puis, tu es toujours placé dans la course en relation par rapport aux autres. T'sais, fait que c'est pas un plateau de course comme dans Force, etc. Tu vois la piste au complet, tu vois juste toujours une portion de la piste qui va se rétrécir ou s'élargir selon ce qu'on est en train de faire. À chaque tour de jeu, il y a une carte événement qui va affecter l'événement en cours. Puis en début de partie, tu équipes ton char, tu équipes ton véhicule. Puis chaque joueur choisit un pilote puis un véhicule spécifique. Puis quand je dis tu équipes ton véhicule, je parle pas de type de moteur diesel, puis des freins, je parle de quelle mitraillette tu y mets, de lance-roquettes dessus, de lance-flammes, de crochets avec des boules de pique, puis etc. Le type d'huile explosive que tu laisses tomber derrière toi. Puis à ton tour de jeu, tu vas jouer des cartes qui vont te faire changer de position, puis tu vas attaquer les autres joueurs littéralement autour de toi. Fait que tu sais, il y a deux façons de gagner. Soit tu es le premier à franchir le fil d'arrivée, tu mènes la course à la fin du cinquième tour de jeu. Fait que thématiquement, tu es le premier à franchir le fil d'arrivée, ou tu élimines tous les autres joueurs. Donc, tu es le seul en piste. Puis là, chaque joueur a des pouvoirs spéciaux, des habiletés. Tu as un certain nombre d'actions que tu dépenses par tour. Fait que tu vas dépenser tes actions pour jouer tes cartes d'attaque pour les autres autour de toi, ou tu vas dépenser points d'action pour te déplacer. C'est de prendre l'avance sur les autres, etc. Puis tes cartes d'attaque, ben, c'est le genre de jeu qui est très le fun, particulièrement à 4, parce que tu as plein d'autres voitures sur la piste. C'est le genre de jeu que ta carte, tu sais, mettons, tu as un laser qui tire en avant de toi, ben, c'est écrit sur ta carte, elle touche les 3 cases en avant de toi, plus la première case en avant gauche puis en avant droite. Fait que tu essaies de te positionner pour frapper le plus d'ennemis possible. À chaque fois que tu joues une carte pour optimiser les effets, tu fais des dégâts aux autres. C'est super chaotique, c'est super drôle, c'est super agréable. Fait que si tu fais un jeu de course que ton objectif, c'est plus de péter tout le monde que de gagner la course, Death Road All-Star, ça devrait être pour toi. Ça semble être très, très bon. Puis je suis pas mal certain que je vais vouloir me le procurer quand ça va sortir. Ouais, un beau jeu take-date de course. Ouais, oh, ouais. Puis il est drôle, tu sais, fait qu'il est pas, c'est pas très... Puis il est pas super long, tu sais, fait qu'il il est pas frustrant quand c'est toi qui subis les attaques de tout le monde. Nice. Fait que voilà. Ok, mon numéro 6, un deuxième crossover. Oh, 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 oh. Je vais avec My Father's Work. Je me doutais qu'il serait là. Ouais, je l'ai mis. Moi, je l'ai supporté. Fait que c'est sûr que je le Ah! suis d'un peu plus près, là. Mais non, j'aimais beaucoup la prémisse, j'aimais beaucoup le thème aussi, le côté évolutif du jeu. Puis tout ce qu'ils ont fait en le donnant accessible aux boutiques, j'avais trouvé ça très cool aussi. Fait que je l'avais pris dans une boutique. J'ai pas réussi à le prendre à Dysol, on n'a pas réussi à faire les arrangements à temps, mais je l'ai pris dans une autre boutique que je vais encourager, qui est le Café Dragon à Belleuil. Donc, non, ça va être très cool. J'ai bien hâte que ça arrive. Ça aussi, ça devrait arriver en 2022. Je pense pas qu'il soit tant Moi, je en pense que retard oui. que ça.
Donc, non, très cool, My Father Work. J'ai bien hâte de me lancer là-dedans. Super. Donc, je continue avec mon numéro 6. Mon numéro 6, c'est pas un jeu qui va te surprendre. Ça va être le nouveau de Lacerda, qui est de Weather Machine. Ah, ben oui. Lui, je suis pas certain, je l'ai pas backé parce que les Lacerda, malheureusement, je trouve pas que ça vaut la peine de les backer parce qu'ils sortent tous en magasin puis ils sont déjà très dispendieux. Fait que tu payes un gros prix de shipping, que généralement, le prix du jeu t'atteint le prix minimum que ça te prend pour avoir le shipping gratuit dans à peu près n'importe quelle boutique au Canada. Juste avec ce jeu-là. Fait que je trouve pas qu'il valent la peine de backer parce que souvent, la version Kickstarter, c'est que tu as un deck de cartes de plus avec 3-4 cartes supplémentaires. Clairement, Mais j'ai pris habituellement en magasin. Je sais pas comment écrire Weather. W-E-A-T-H-E-R. Weather. Puis Weather Machine, c'est la prémisse, je la trouvais très intéressante. On est dans une équipe de scientifiques qui ont construit plein de machines pour contrôler le climat, pour aider des villageois, des fermes, etc. Puis on se rend compte qu'il y a eu des effets backlash, un effet papillon, puis que c'est en train de complètement scraper le climat de la Terre au complet. Et là, on doit construire une machine pour sauver le monde, sauf qu'on le fait évidemment, c'est un Lacerda. On le fait de façon compétitive. Celui qui a la meilleure machine. Celui qui a la meilleure machine à la fin, c'est cette machine-là qu'on va utiliser pour sauver le monde, pour réparer la Weather Machine. Puis, ce qui est particulier, Vital Lacerda lui-même a dit hey, écoute, j'ai jamais vu un jeu qui utilise tant de mécanismes différents qui sont reliés entre eux dans le même jeu. Puis ça, si c'est lui qui dit ça, ça veut dire que ça va être quelque chose comme jeu. Je trouve que le jeu, il y a des couleurs. Visuellement, ces jeux sont toujours particuliers. T'es aimes ou t'es haïs. Là. Moi, je les aime beaucoup habituellement. Puis, ça fait qu'il y a un énorme worker placement, probablement extrêmement complexe, avec du stock à n'en plus finir, puis des jetons partout. Ça donne une bonne idée. Je suis persuadé que ça va être très, très bon. Pardon? Cette image-là donne une bonne idée à quoi ça peut ressembler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que si tu veux un gros jeu complexe, là, Weather Machine va être bon. Je sais pas s'il va sortir en 2022 parce que la campagne, ça fait pas si longtemps que ça qui est fini. Ouais. Mais je le souhaite. Puis je vais me le procurer quand ça va sortir en magasin. Fait que le dernier Lacerda, un gros worker placement avec une thématique. Quand même, il y a un clin d'œil assez fort à ce qui se passe présentement dans le monde là, avec le perte de contrôle du climat. Là. Donc, Weather Machine. Ouais, puis ces jeux à lui sont généralement assez thématiques pour des euros. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va rouler, celui-là. Ça pique ma curiosité. Ouais, je trouve. Ouais. Il dit que ça va être un de ses jeux le plus unique dans ses mécaniques. J'ai hâte de voir. Quand même, lui qui en met tout le temps 12 000 dans un jeu, ça va être. Il veut faire compétition à M. Fister, c'est quoi? Peut-être. Fait que voilà. Mon numéro 5 est un autre crossover. C'est la saison des crossovers. Moi aussi, j'ai mis Now or Never. OK. De Ryan Lockett. Donc, moi aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup et que je surveille beaucoup ses sorties. Puis là, surtout, de finir cette trilogie de jeux dans son univers. Un univers qu'il a créé aussi de toutes pièces. Il y a tout le travail derrière ça. C'est assez impressionnant d'avoir créé un univers qui est quand même riche, qui a plein d'histoires. C'est un univers où il y a des races comme différentes. C'est pas un univers comme fantasy générique. Là. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'original. Puis c'est attirant d'avoir fait ça ou d'avoir construit tout cet univers-là. Donc, je respecte beaucoup le travail de cette personne-là, autant pour le design visuel que pour le design des jeux. Donc, que ce soit lui qui fasse les deux, c'est assez impressionnant. Donc, non, vraiment très hâte de pouvoir essayer ce troisième volet de cette trilogie. Là. Donc, Now or Never, qui serait mon numéro 5. Super. C'est bien hâte de l'essayer. Moi, mon numéro 5 va être c'est pas un secret pour ceux qui suivent la chaîne un peu. Je suis un grand amateur des jeux de civilisation, construction de civilisation. Le prochain jeu que j'ai choisi, c'est la Fondation de la ville de Rome, Foundation of Rome, qui est un méga jeu. Il doit y avoir 200 sculptes de plastique dans ce jeu-là. Les figurines, c'est des bâtiments. Là. Ouais, toutes les figurines, c'est des bâtiments. Puis dans le fond, c'est un jeu de prise d'action, de gestion de ressources, etc. où il faut construire la ville de Rome. Fait qu'on construit ça, on peuple la ville de Rome, on gère le commerce, on gère l'économie. Fait qu'un gros jeu de prise d'action, d'économie, de gestion de ressources, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de mini qui représentent les différents bâtiments de la ville de Rome qu'on fait. C'est Emerson Matsushi. On espère qu'il ne sera pas annulé comme Metal Gear.
On espère qu'il ne sera pas annulé comme Metal Gear. Ça, Mais Emerson Matsushi, c'est l'auteur, entre autres, des Century. Ouais. Fait que c'est un auteur quand même, je pense que je peux dire réputé. C'était lui qui faisait Metal Gear aussi? Ouais, c'est lui qui a fait Metal Gear. Ça, je m'en rappelais pas. Fait que, donc, c'est ça. Fait que je m'attends à quelque chose de très bon. Je me rappelle plus c'est qui la compagnie qui fait. C'est Arkane Wonders. C'est Arkane Wonders, ouais. Il a fait un Kickstarter de jeu-là. Ouais, c'est ça. Puis je l'avais pas backé parce qu'il était très très cher, parce qu'il y avait du plastique là-dedans, ça finissait plus. Ouais. Fait que ça, c'est une espèce de grille que tu remplis avec les différents bâtiments que tu vas placer. Il y a un petit côté, je pense pas que je peux dire polyomino, parce qu'ils n'ont pas nécessairement des formes particulières, mais tu vas essayer de les placer ça, puis d'optimiser l'efficacité de tes actions. Fait que tu achètes les terrains de la ville de Rome, puis tu construis des bâtiments dedans. Ça va l'air super intéressant, ça va l'air super beau. J'espère que ce sera aussi bon que ça ne l'air. J'ai vu que certains reviewers commencent à sortir des vidéos du jeu. Fait qu'on dirait que ceux qui l'ont backé commencent à le recevoir peut-être. Donc ça devrait sortir en 2022 si les reviews commencent déjà à sortir. Donc voilà, numéro 5, Foundation of Rome. Ouais, j'avais failli le prendre aussi dans le temps qui avait été sur Kickstarter. Encore une fois, le prix m'avait freiné un peu. Mais clairement, que ça arrive en magasin, c'est un jeu qu'on va vouloir essayer. Oui, c'est ça. Il était dans ma shortlist, là, il était peut-être mon 16 ou 17e. Là, il était pas loin en dehors de mon top 15, là, mais ouais, Foundation of Rome, ça a l'air bon. Mon numéro 4, écoute, ça sera peut-être la rédemption d'un thème que tu vas aimer. Je l'ai peut-être mis même. C'est un jeu de Megaman. OK. Ça s'appelle Megaman Adventure et non pas Megaman The Board Game parce qu'on connaît l'histoire. Et si je te montre la boîte, tu vas comprendre qui le fait. Ah, c'est encore Blacklist? C'est Blacklist qui font un jeu qui s'appelle Megaman Adventure, qui sera un jeu coop dans l'univers de Megaman. Spécifiquement les Megaman 1, 2 et 3. Fait que tu pourras les jouer en espèce de campagne pour faire Megaman 1, une campagne pour faire Megaman 2, une campagne pour faire Megaman 3 si tu veux. Ou tu peux mélanger toutes les boss, puis c'est pas grave. Tu peux te faire un méga rumble de robots. Donc, qui va être modulaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils vont reprendre un peu leur système de cartes. Il va y avoir des cartes et des dés. Donc, tu vas essayer de progresser dans les tableaux pour essayer de faire des cartes d'obstacles, des trucs comme ça. Tu vas jouer des cartes pour justement régler les obstacles que tu rencontres, battre les ennemis que tu rencontres. Puis quand tu joues une carte, les autres joueurs peuvent jouer des cartes pour t'assister. Fait qu'il y a une espèce de système d'assist, de gestion de cartes. Fait que ça a l'air très cool. Et puis il y a aussi des dés que tu vas utiliser pour... puis je me dis que les cartes vont manipuler les dés pour avoir les bons symboles, pour vaincre les obstacles. Tu sais, il a l'air de ressembler à l'autre jeu de Megaman dans le sens que, tu sais, il y a des dés, il faut obtenir des phases, battre des obstacles. Mais là, le fait qu'il soit coopératif, tu viens de faire un 180 complètement avec l'autre jeu. Ouais, ça a plus d'allure. Parce que l'autre jeu, son problème, c'était qu'à chaque fois que tu essayais de faire un défi, les autres jouaient une carte pour te nuire. Fait que là, ça finissait pas, là, tu sais, c'était comme... C'était interminable. C'est ça, une game prenait 3 heures. Tu sais, 3 heures de jeu de push your luck à un moment donné. C'était interminable. Mais, fait que celui-là, est-ce que ça va être la rédemption de Megaman? Ben, je l'espère, en tout cas. Le style visuel, c'est le style 8 bits là, des 3 Megaman 1 à 3. Donc, bien hâte de voir ça. Puis justement, comme tu disais tantôt, le fait que Blacklist ait déjà fait des jeux comme Street Master qui est basé sur les jeux Street of Rage, un peu les genres de Double Dragon, de Beat Them All, je pense qu'ils ont un peu plus l'esprit d'adapter des jeux vidéo comme ça, des styles de jeux vidéo en jeux de société. Puis ils l'ont déjà fait par le passé, ils l'ont déjà bien fait surtout. Fait que j'ai un peu plus confiance que ça soit dans leurs mains, que ce soit n'importe quelle compagnie qui nous sorte ça. Fait que Megaman Adventure, on va pouvoir prendre tes figurines pour jouer à Megaman Adventure. Oui, surtout quand tu vas faire Megaman 1, là, je n'en masse des figurines. Parce que c'est comme ça a l'air des standees dans celui-là, là, mais il y a peut-être des figurines. Mais la campagne n'est pas faite encore, je pense. Je sais pas s'ils font des probablement que ça ira pas en 2000. Ouais, c'est ça, je me dis. Puis probablement que dans la campagne, il va peut-être avoir justement des figurines, là, parce que là, pour l'instant, c'est peut-être juste des images, des prototypes et tout ça avec des standees, mais on va voir quand la campagne sera lancée. Mais j'étais tellement hype quand j'ai découvert que ce jeu-là s'en venait que j'étais comme, oh, je vais le mettre sur ma liste, même s'il n'arrivera peut-être pas en 2022. Bon, moi, je sais que ça s'en vient. Megaman Adventure, mon numéro 4. Cool. Mon numéro 4, s'il y a un jeu que je suis à peu près sûr que personne n'a entendu parler dans toute ma liste, c'est celui-là.
C'est un jeu solitaire c'est un jeu de cartes qui se joue seulement à un joueur. Ça s'appelle Dead Eye Dyna. OK. Dead. Comment ça s'écrit? Deadeye. Ah, Deadeye. Dead Eye Dyna, Dina. Dinh. OK. Ouais. C'est un jeu, dans le fond, qui a gagné un concours de jeux prototypes que Board Game Geek organise à toutes les années. Pas de Board Game Geek, là, mais que c'est un concours qui est organisé. Puis comme il a gagné le concours du Print and Play, ben, il va être publié self-published en 2022. The Die Dana t'incarne une mercenaire, une chasseuse de primes qui va essayer d'aller. Tu vas faire des 8 missions. Chaque mission, c'est 4 à 6 rencontres dans une rencontre. Puis quand si tu réussis ta mission, tu captures un vilain. Fait que tu vas jouer des cartes qui vont représenter le vilain, qui vont représenter le boss, qui vont représenter l'équipement que tu fais, du gear que tu vas rajouter dans tes cartes, tu vas gagner l'expérience entre les missions, etc. Fait que tu es un chasseur de primes qui chasse des crime boss, là, puis qui essaie à chaque mission, tu essaies d'en capturer un. C'est des parties de 5 à 15 minutes. Puis sa twist, c'est que c'est un deck de 8 cartes, le jeu au complet. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes. Puis tu le vois sur certaines cartes, les cartes servent à plusieurs choses. Ton deck de cartes s'ouvre pour représenter, tu le vois dans le centre, là, la boîte du jeu de cartes, elle s'ouvre pour représenter différents atouts, les icônes, l'aide-mémoire du jeu, etc. Fait que ça a l'air super intéressant. Fait que c'est ce qu'on appelle un micro-game, un jeu microscopique, un peu comme Palm Island, ce genre de jeu-là. Puis je suis toujours impressionné de voir ce que certains auteurs réussissent à faire pas grand-chose. Tu as 8 cartes, un petit livret de règles, puis la boîte de règles, puis tu as un jeu dans lequel tu as 8 missions qui sont de 4 à 6 rencontres avec un système d'expérience, de loot, de boss, de rencontres. Fait que je suis très curieux de voir comment ça va fonctionner. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'il va. Je sais pas s'il va rentrer sur. À quel point il va être sur le marché de la distribution, mais ça me fait penser un peu aux histoires d'un jeu comme Under Falling Skies, qui est un print and play qui devient très populaire, puis qu'éventuellement ça finit par sortir, puis peut-être qu'il va y avoir un petit buzz autour, je l'espère. C'est solo only, ce qui est particulier, mais bien hâte de voir ça. Je vais essayer de me mettre la main dessus si jamais je suis capable de trouver ça quelque part. Ouais, cool. Ouais, puis t'aimes beaucoup les thématiques western aussi. J'aime beaucoup les thématiques western. Puis je trouve que le visuel du jeu a l'air vraiment cool. Avec pas beaucoup de matériel, mais ça a l'air vraiment cool. Ouais, c'est ambitieux. C'est souvent des designs qui sont ingénieux aussi. Là, le fait d'avoir un matériel très minimaliste. Là. Ouais. On est rendu au top 3. Oui, déjà. Ok, numéro 3, je vais y aller avec un jeu qui s'appelle Meeple and Monster. C'est-tu Meeple and Monster au singulier? Meeple. C'est un jeu de AG. C'est un jeu qui avait été lancé sur Kickstarter l'année passée. C'est un back building. C'est un back building avec des meeples. Fait que tes meeples vont être de différentes couleurs. Ils vont représenter des aventuriers. Fait que là, genre les meeples rouges, c'est peut-être des guerriers. Les meeples noirs, des rogues. Les meeples, je sais pas, bleus, des magiciens ou peu importe. Fait que chaque classe est représentée par des meeples différents. Honnêtement, ça a l'air d'un mélange entre Orléans pour la partie back building et Lord of Waterdeep pour la partie un peu placement. J'essaie de faire des quêtes. Résolution d'action. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas piocher des meeples dans ton sac. Après ça, tu vas pouvoir placer les meeples sur le plateau principal pour activer les différentes actions. Essayer d'aller faire des quêtes pour marquer des points. Essayer de gagner des nouveaux meeples, upgrader certains meeples. Parce que je pense que t'as comme des meeples de villageois au début qui sont vraiment en poche dans ton sac. Mais tu peux aller à des endroits pour entraîner des villageois pour qu'ils deviennent des guerriers. Fait que là, tu vas changer un meeple de paysan pour te faire un guerrier puis tout ça. Fait que tu vas manipuler ton sac éventuellement. Essayer de le construire de la façon que tu veux pour faire le plus de points. Ça va l'air très cool. La production, c'est des meeples imprimés. Là, fait qu'ils ont vraiment des petites faces dessus, de guerriers puis tout ça. Il n'y a pas tant d'images que ça disponibles, là, mais on les voit ici. Fait que tu sais, ce que les meeples peuvent représenter. Fait que là, t'as vraiment des beaux meeples imprimés. Fait que je trouve ça vraiment beau. En fait, j'espère que c'est des meeples imprimés, non des collants, là, mais il me semble que c'est de l'impression. Si c'est des collants, je vais capoter. Là. Je serais pas capable de les mettre. Mais bon, ça a l'air vraiment cool. Je trouvais que c'est vraiment un mix de Donjon Dragon avec un back building. Là, fait que c'est ça. Ça a l'air vraiment d'un Lord of Waterdeep à la sauce back building. Fait que je trouvais que ça avait l'air cool. Ce qui est plate avec ce jeu-là, c'est que
c'était un jeu Kickstarter only. Ça veut dire que il sort pas en magasin. Il sort pas en magasin. Tu sais, je comprends pas parce que c'est pas. Tu sais, il était 49 US le jeu. Tu sais, c'est pas un jeu méga cher à produire. Tu sais, oui, je comprends que. C'était pas comme Edge of Darkness, mettons. Ouais, c'est ça. Edge of Darkness, tu sais, je comprends pourquoi en magasin ça se ramasse pas là parce que ça coûterait 300$ au distributeur. Là, mais celui-là, j'étais un peu déçu que ce soit ça la décision. Puis, tu sais, je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième campagne, parce que c'est souvent ce qu'ils font quand ils mettent des exclusifs. Là. Mais j'ai bien hâte de jouer. Ça devrait arriver bientôt. Là, d'après moi, dans la première moitié de 2022, ça devrait arriver. Donc, Meeple and Monster, j'ai bien hâte de pouvoir essayer ça. Mon numéro 3, un des plus gros jeux de ma liste, là, peut-être après Weather Machine, ça doit être peut-être celui qui va être le plus complexe. C'est un jeu où tu construis ton parc d'attractions animalier, là, ton zoo. Ça s'appelle Ark Nova. Je triche un petit peu parce que techniquement, sur Board Game Geek, il est indiqué comme étant 2021, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'est pas sorti dans aucune boutique au Canada ou au Québec. Là, je ne l'ai pas vu nulle part. Il est peut-être arrivé en Europe. Fait que vous nous le direz, amis européens. Aux États-Unis, il est peut-être disponible, je ne sais pas, mais je sais qu'ici, je ne l'ai pas trouvé nulle part, sinon je l'aurais probablement déjà acheté. ARK, Ark Nova. Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu dans lequel tu te fabriques ton zoo. Fait que c'est un gros jeu de gestion de ressources, de prise d'action. Tu vas avoir à construire des installations pour ton zoo, à jouer des cartes, etc. Tu as un plateau de plein d'affaires qui se passe dessus. Puis, l'une des choses, tu as ton plateau personnel avec ton zoo, évidemment. Puis, une des choses qui m'a accroché, c'est que le jeu, il reprend une mécanique qui était dans le jeu Civilization A New Dawn, le jeu le plus récent de Civilization, qui est une mécanique que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vu très exploitée dans le jeu de société, qui est le concept où tu as 5 actions principales dans le jeu qui sont chacune représentées par une carte que tu as devant toi et qui sont numérotées de 1 à 5, qui sont vis-à-vis des espaces numérotés de 1 à 5. Puis l'idée, c'est que l'espace dans lequel ta carte se trouve indique la force de l'action. Fait que si j'ai l'action, je sais pas, récolter de la nourriture pour mes animaux puis qui est en position 4, ben je le fais avec une force de 4. Sauf que quand je vais le faire, je vais enlever la carte de vis-à-vis l'espace 4. Je vais glisser toutes les cartes qui étaient à sa gauche vers la droite, puis mon action que je viens de faire va retourner en espace 1. Fait que toutes mes autres actions, sauf celle qui est en position 5, augmentent de 1 de force d'action. Puis celle que j'ai faite, ben, retourne en 1. Fait que toute ta stratégie, c'est vraiment de voir comment tu vas gérer ces 5 cartes-là entre elles, à quel moment je vais faire telle action ou telle autre action pour essayer d'optimiser l'effet de l'action selon ce que je veux faire. Fait que juste le fait que ça soit cette mécanique-là, avec un thème qui n'est pas surutilisé, le thème des zoos, que je ne joue pas particulièrement dans le jeu de société, là, je suis pas encore tanné de ce thème-là. Fait que c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, tous les reviewers qui en ont parlé jusqu'à maintenant disent que c'est excellent. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir l'essayer. Soit dès que je vois une copie quelque part, je la prends. Puis, j'ai bien hâte de l'essayer. Fait que Ark Nova, mon numéro 3. Ouais, ça a l'air assez bon. Le puzzle de ton zoo a l'air assez intense aussi. Oui, parce que tu as un concept qu'il faut que j'aille placer des concept enclos. d'étage, un peu. Oui, ben, c'est qu'il faut que j'aille placer des enclos, puis je vais aller pouvoir placer mes animaux dans les enclos, mais là, je vais avoir des règles à respecter. Tel enclos peut pas aller à côté de tel autre enclos. Il va falloir que je pense à placer des espèces d'attractions pour les gens qui vont venir visiter ça, puis mettre telle famille d'animaux avec telle famille d'animaux. Fait que tu as une espèce de puzzle à résoudre à l'intérieur avec des cases que je peux pas recouvrir. Tel enclos, il faut qu'il soit proche de l'eau. Tel animal, les hippopotames, il faut que je les mette proche de l'eau. Je peux pas les mettre s'il n'y a pas d'eau proche. Des trucs comme ça. Fait que tu as un puzzle dans la façon dont tu construis ton zoo à l'intérieur aussi, que je trouvais vraiment hyper intéressant. Ark Nova. Ouais, puis il va sortir en français. C'est Super Meeple qui vont le traduire. Ouais. Ça va être super bon, ça. Ça a l'air. Mon numéro 2, c'est un choix étrange. C'est une prédiction plus qu'un choix parce que c'est un jeu qui sortira peut-être même pas du tout. C'est un jeu qui n'est pas annoncé, c'est juste moi qui essaie de faire une hypothèse, une projection. Là. Mais j'ai l'impression que cette année, il va y avoir la 2e édition de Imperial Assault. Ah, ouais. Mais là, ça, c'est un long shot. C'est pas annoncé rien. Là. C'est juste que avec la sortie de du nouveau Descent en 2021, je me dis que Imperial Assault va être dû lui aussi pour une nouvelle édition. Ben, puis ils ont fait Unfathomable aussi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, ça va être soit cette année ou l'année prochaine. Là.
si on se fie à Descent, deuxième édition, était sorti en 2012. Imperial Assault était sorti en 2014. Il y avait 2 ans entre les deux. Là, pour une réédition, peut-être qu'ils ne voudront pas attendre les 2 ans puis qu'ils vont le faire cette année. Fait que d'après moi, la grosse sortie d'FFG pour Gen Con, ça va être Imperial Assault deuxième édition ou Imperial Assault avec un autre titre, là, peu importe. Là. Donc, avec version full application, encore une fois, un peu comme qu'ils ont fait avec Descent, là, de le rendre vraiment full coopératif. Fait que je m'attends à voir ça pour Gen Con, mais encore une fois, je le dis, c'est vraiment juste une prédiction, une hypothèse. Il n'y a rien d'annoncé là-dessus. C'est moi qui délire un petit écoute, peu. Dans les dernières années, ils ont refait la troisième édition d'Horror Arkham, la deuxième édition la troisième édition de Descent, ils ont refait Battlestar Galactica, fait que c'est le prochain sur leur liste. Ils font plus des nouveaux jeux quasiment. Ils ont fait, c'est ça, cette année, ils ont sorti Arkham Horror, le jeu de cartes déjà deuxième édition. Lord of the Rings, le jeu de cartes deuxième édition, tu sais, là, c'est comme leur seul gros jeu qui reste qui n'a pas eu deuxième édition, c'est lui. Les autres sont pas assez vieux, tu sais, Marvel Champions, ça vient de sortir. Pas besoin de deuxième édition, là, mais bref. Ben d'accord. Très bon choix. Voilà, c'est ma prédiction un peu bold, là, Imperial Assault deuxième édition. Mon avant-dernier choix, c'est un jeu très étrange, qui est un autre espèce de dungeon crawl, mais dans un train. Ça s'appelle Vagrant Song, en un mot. Vagrant Song, dans le fond, c'est un jeu, encore une fois, un jeu coopératif, visuel très éclaté, où les joueurs vont... C'est un jeu que tu traverses une histoire, c'est un jeu de campagne, où les joueurs vont prendre des espèces de vagabonds qui sont pris sur un train fantôme, puis il va falloir qu'ils avancent à l'intérieur de ce train-là pour libérer les âmes qui sont pognés dans le train. Fait qu'il y a une vibe très, très spéciale à l'intérieur du jeu. C'est un jeu d'une vingtaine de scénarios à peu près, où tu as un système de pièces que tu dois payer pour prendre tes actions dans un tour de jeu. Puis l'idée, c'est vraiment de recouvrir l'humanité qui est perdue là, avec les âmes perdues à l'intérieur du train. Fait que le visuel, très horreur des années 30-40, avec une espèce de vibe un peu macabre, mais léger, pas dans le trop macabre non plus. Je trouvais ça super intéressant. Ça me donnait vraiment l'impression qu'ils avaient pris le passage de Science sur le train dans Final Fantasy VI puis qu'ils ont décidé on fait un jeu avec ça. Fait que je trouve que ça a l'air super beau, très original comme thème. J'aimais beaucoup l'idée d'être pogné sur le train avec un train fantôme, puis il faut sortir de là. Ensuite, l'histoire, les revues qui sont sorties, les critiques qui sont sorties sont très très bonnes jusqu'à maintenant. Celui-là, c'est sûr que je vais essayer de me le procurer. Avant d'avoir certains reviewers en parler, je n'avais même pas entendu parler de ce jeu-là. Il y a quelques semaines. Fait que Vagrant Song, j'ai très, 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 très hâte de découvrir ce jeu-là. J'écoutais un top 10 de Dice Tower cette semaine. Je pense que c'était les thèmes originaux, justement. Puis Tom Vassar l'avait mis assez haut, puis qu'il l'avait pas mal aimé. Ouais, Tom Vassar, il l'avait mis dans ses jeux de l'année aussi, là, tout simplement, ouais, là, de 2021. Mais ça, pour moi, ça va être 2022. Ouais, là, c'est ça. Il n'est pas sorti encore ici. J'ai même pas vu un pre-order nulle part encore dans la boutique. Ouais. Donc voilà. Fait que ça a l'air d'être vraiment très, 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 très bon. Numéro 1. Mon jeu le plus attendu en 2022, ça va être le jeu Golem. Bon, encore une fois, qui est coté 2021, mais parce qu'il y a eu une sortie limitée à SN, là, mais au Canada, on n'a pas vu l'ombre d'une boîte encore. Là. Donc, Golem, c'est le prochain jeu de Simone Luciani, auteur italien qui fait des gros jeux euro, qui a fait Barrage, qui a fait les voyages de Marco Polo, Newton. Donc, c'est des jeux euro que j'adore. Puis Golem, c'est son prochain. Golem, on va construire c'est un jeu de gestion de ressources, là, quand même expert, où on va essayer de se construire des golems pour essayer de marquer des points. Puis, dans le fond, la gamique, c'est qu'il reprend un peu le système qu'il avait fait avec Grand Austria Hotel. Dans le fond, que tu draftais des dés, puis le nombre de dés allait te donner la force à ton action. Sauf que dans celui-là, c'est qu'il y a un distributeur de billes. Donc, quand tu vas aller drafter une bille pour faire ton action, ben, plus il y a de billes de cette couleur-là à cet endroit-là, ben, ton action va être plus forte. Fait que c'est comme un mélange entre Potion Explosion puis Grand Austria Hotel dans le système, si on veut. Là. Ce qui est quand même particulier. C'est assez particulier. Fait que, je trouve ça le fun qu'ils essayent des nouvelles choses. C'est un jeu qui va avoir un paquet de pièces en bois. Le matériel a l'air vraiment cool à l'intérieur du jeu. C'est des jeux avec beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de façons de faire des points.
avec du placement d'ouvriers. Bref, ça touche à peu près toutes les cordes que j'aime dans les jeux euro. Là. Souvent, ces jeux-là ont un feeling d'un peu de construction d'engin. Là. Plus on avance, plus on fait des combos qui sont forts, qui sont intéressants. Donc, ça a l'air assez massif, mais ça a l'air, encore une fois, super bon. Golem, qui va être mon numéro 1 pour 2022, même si c'est un jeu coté 2021, mais qui est vraiment pas sorti ici encore. Cool. Fait que mon dernier choix, mon numéro 1, c'est un jeu qui devrait arriver quelque part comme en mars-avril à peu près. C'est un jeu qui se veut extrêmement ambitieux. Fait que s'il réussit à faire le trois quarts de ce qu'il promet qu'il va faire, ça va déjà être excellent. Ça s'appelle Stars of Acarios. Je vois à ton visage que tu en avais entendu parler. Stars of Acarios. AKA. Stars of Acarios. En plein celle-là. Fait que Stars of Acarios, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'exploration spatiale avec beaucoup d'histoires, des branching paths, un jeu coopératif. Tu vas explorer plein de planètes différentes. Et de la façon dont il est vendu, c'est pas l'auteur qui le dit comme ça, mais dans les threads sur Board Game Geek, les gens y en parlent comme ça. C'est Gloomhaven dans l'espace. Oh shit! Puis c'est un jeu qui se veut très très ambitieux, que je sais pas combien de scénarios, d'évolutions, puis d'affaires cachées que tu vas découvrir, puis etc. Sauf que le système de combat, c'est X-Wing. Qui est un. Fait que, pour moi, c'est comme un croisement entre Gloomhaven et X-Wing. Tu le vois un peu à l'arrière. Fait que tu as littéralement des phases où tu te promènes sur des planètes avec des minis qui sont tes personnages, puis tu as des phases de combat dans l'espace avec le facing, les règles, les 180 degrés que tu vas faire, l'espèce de dogfight dans l'espace que tu vois présentement là, dans l'image que tu vas montrer. Fait que c'est un jeu que tu vas upgrader ton pilote, puis ton vaisseau entre les missions que tu vas faire, les missions d'exploration. Tu as un gros livre d'histoire que tu vas aller explorer. Tu peux te poser, puis là, tu vas avoir des parties dungeon crawl avec ton vaisseau qui va se promener. Fait que ça me faisait penser aussi un petit peu il y a quelques années, j'avais fait un review d'un jeu qui s'appelle Skull Tales, qui voulait être un jeu très ambitieux de pirate où il décortiquait les différentes phases de jeu. Fait que tu avais vraiment une phase dungeon crawl que tu promenais avec tes bonhommes sur des îles, puis tu avais une phase où tu te promenais en bateau puis t'attaquais. C'est un peu le même concept dans l'espace. J'espère que ça va être mieux réussi. Puis lui, je sais que je vais l'avoir parce qu'on pouvait le précommander, puis je l'ai reçu un cadeau de Noël, la précommande. Fait que c'est genre, je vais recevoir ça quand ça va arriver. Fait que j'ai bien hâte d'essayer Stars of Icaria. Si ça donne ce que c'est censé donner, ça va être excellent. C'est assez ambitieux. Oui, c'est très ambitieux. Fait que voilà, c'était mon premier choix. Ah, je n'avais pas entendu parler du tout. Ouais, puis ça, c'est le même auteur. Il a fait un autre jeu sur Kickstarter qui a eu un beau succès, cet auteur-là, plus tard dans l'année, qui est Mythwind, je pense, okay. Je ne me rappelle plus lequel, mais il en a fait un autre jeu qui a eu un beau succès, le même auteur sur Kickstarter, mais son premier n'est pas livré encore. OK. Bon, intéressant. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. C'est Mythwind, en plein ça. C'est le même auteur que Mythwind. C'est ce qui termine notre top 15 des jeux qu'on attend le plus pour 2022. On serait curieux de savoir de votre côté, c'est quoi les jeux que vous attendez le plus en 2022. Vous pouvez nous laisser ça en commentaire sous la vidéo. On va avoir hâte de vous lire. Donc, encore une fois, merci LP d'avoir pris le temps de faire ce petit top avec moi. Grand plaisir. Puis moi, je vais terminer peut-être en disant s'il y a un jeu que tu t'attendais à voir sur ma liste, là, genre un Frostpunk ou un Zombicide Undead or Alive, puis qui n'est pas là, c'est probablement parce que je l'ai backé. Ben, c'est ça, vu que tu as mis cette nouvelle règle-là, ça élimine quand même pas mal de choix. En effet, Aridia, Hegemonia, ça c'est parce que je les ai backés qui sont pas sur ma liste. Ouais, c'est ça. Hegemonie, il arrive peut-être pas en 2022 non plus. Là. On était un peu plus sage aussi dans nos analyses, on a moins mis des jeux qu'on a backés dans les 2 derniers mois, justement, parce que ça va prendre au moins plus qu'un an pour le produire. Fait que les chances de 2022 étaient minces. Fait que on était un peu plus sage. Celui que je suis moins sûr, c'est Weather Machine, mais les autres, je pense qu'ils vont tous sortir en 2021. C'est plus réaliste. En 2022, dis-je. Ouais. Donc voilà, vous à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran, à l'autre bord. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Et on va vous souhaiter une bonne journée et continuez de gamer.